Ça y est, le sommet des BRICS tenu en Afrique du Sud du 22 au 24 août 2023 ouvre les portes du groupe des 5 à 6 autres membres à compter du janvier 2024. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Éthiopie. Ces 6 pays semblent avoir fait l'unanimité au sein du nouveau bloc diplomatique. C'est donc un nouveau chapitre qui commence, surtout pour certains pays comme l'Iran, qui considèrent que leur adhésion au sein du bloc BRICS comme étant hautement stratégique pour la politique étrangère des Téhéran, grand ennemi des États-Unis. C'est aussi un événement historique pour l'Éthiopie et l'Égypte d'accéder au groupe des économies émergentes mondiales, tout en rappelant que ces deux pays brillent par leur économie en plein épanouissement. Sur la question de l'expansion du groupe aux autres membres, priorité du sommet qui vient de s'achever à Johannesburg, les BRICS ont dû s'accorder sur le choix stratégique des nouveaux membres en donnant une chance à l'alliance hétérogène des pays géographiquement éloignés et d'économies à croissance inégale. L'on n'a qu'à observer les tractations qui ont eu lieu lors d'une section plénière tenue mercredi dernier et les rencontres bilatérales qui se sont également multipliées depuis l'ouverture du sommet. Ce qui met d'ailleurs en évidence la délicatesse des choix portés sur les nouveaux venus. Un sommet de 15e du genre autour d'une thématique centrale, BRICS et Afrique, pour justifier toute l'importance que révèle le continent africain qui s'en tire avec 2 États membres choisis minutieusement. Il s'agit pour l'essentiel des pays qui se plaisent dans leur posture de non-alignés. Nous parlons des pays qui ont en commun leur revendication d'un équilibre politique et économique mondial plus inclusif et en particulier vis-à-vis du bloc occidental que dirigent les États-Unis. Une opposition de style qui se dessine face au G7, pays à capitalisme en outrance. Nos blocs 7, c'est-à-dire États-Unis, Japon, Canada, Allemagne, France, Italie et Grande-Bretagne, dont la superdomination enrôlée d'une dictature incroyable, pourra-t-il tenir à la longue? Selon certains observateurs de la scène politique internationale, d'ici la fin de cette décennie, le G7, dont le PIB tourne autour de 30,9%, sera considérablement affaibli au profit du bloc BRICS qui verra désormais son PIB à 35% pour une population estimée à 50% du globe terrestre. Au regard de tout ceci, peut-on dire qu'un nouvel ordre mondial voit le jour à grands pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché et qui devrait être corrigé par le bloc des BRICS? Pourquoi le style BRICS serait convoité s'il y a véritablement opposition de style? Peut-on comprendre avec l'arrivée des BRICS à un établissement réel d'un nouvel ordre mondial? En d'autres termes, comprendre l'opposition de style entre BRICS et G7. Voilà le plat de résistance de notre débat hebdomadaire. C'est votre bouquet du week-end. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à la Palabre intellectuelle. Bienvenue au débat. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Comme tous les vendredis, espace 9h30, 11h30 pour ceux qui nous suivent en Afrique centrale. Au-delà du continent, au-delà de cette Afrique centrale et du continent africain, c'est tout simplement à 8h30 GMT, 10h30 GMT. Nous débattons des sujets liés à l'actualité africaine. Pour ce jour, d'ailleurs, une thématique principale nous intéresse. Nous parlons de BRICS et G5 comprend d'ailleurs l'opposition des styles au lendemain d'un sommet qui a d'ailleurs brillamment ouvert ses portes à 6 autres pays. Les BRICS se sont d'ailleurs illustrés de parfaite manière à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous essaierons de comprendre l'opposition des styles qu'il y a désormais entre le G7 et le groupe des 5 qui va s'élargir à 11 dès janvier 2024. Merci donc à vous de nous faire confiance. Vous êtes sur Dash News. Si vous prenez l'antenne à l'instant précis, bien sûr, nos panélistes sont déjà sur ce plateau. Nous en entendons encore un. Mais la crème, je voudrais dire, l'essentiel est sur ce plateau. Merci de nous rendre visite ce matin. Docteur Jean-René Ndouma, fils à mon extrême gauche, universitaire, expert en finance et décentralisé. Le docteur Jean-René Ndouma, fils, est également écrivain d'ailleurs. Vous allez vous en acquérir tout à l'heure. Docteur, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour, mon cher Raoul Bena. Merci pour cette autre invitation. C'est toujours un plaisir renouvelé de pouvoir être sur
votre plateau pour débattre des questions existentielles qui concernent notre continent, notre chère Afrique. Bonjour aux éminents copanélistes que vous allez présenter. C'est un honneur pour moi de partager le plateau avec eux. Ça permet d'apprendre davantage. Bonjour à l'équipe technique. Bonjour aux milliards de téléspectateurs qui sont scotchés et qui nous suivent. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Alors, docteur Ndouma, on parle de cette petite nana qui est sortie de vos griffes ces derniers jours. J'aime bien dire nana parce qu'on chérit la nana. Vous savez, quand on parle de nana, l'expression nana, les gens utilisent ça dans les quartiers, mais ça veut dire qu'une petite qu'on chérit avec toutes ses valeurs. Alors, vous en avez une quand même. Blockchain, Bitcoin, Sangocoin, Stablecoin. Disruption monétaire et financière au Centrafrique. C'est d'ailleurs l'œuvre que vient de commettre le docteur Jean-René Ndouma fils, je vous le rappelle. Alors, docteur, un manuscrit, je voudrais dire un essai socio-économique qui plonge le lecteur dans le biotope centrafricain en particulier et africain en général. Docteur Jean-René Ndouma, inspiré d'ailleurs du professeur Touadéra, qui venait d'ailleurs de promulguer une loi sur l'utilisation des crypto-monnaies dans son pays. Vous avez pu mettre en branle quand même un ouvrage assez intéressant qui apparaît comme un son de cloche novateur pour cette Afrique. La disruption, c'est un changement radical, transformationnel des paradigmes monétaires et financiers anciens. Vous savez que beaucoup de gens abordent la question des crypto-monnaies en la limitant juste à une question de monnaie, alors que c'est toute une technologie, c'est des systèmes de paiement décentralisés en particulier, parce que le système naît pour contester la centralité du système bancaire et financier classique. Tout à fait. Parce que vous ne pouvez pas avoir de monnaie selon le système classique, sans banque centrale, sans un État. Et là, Satoshi Nakamoto avait estimé qu'il pouvait mettre en place une technologie, la blockchain, qui remplacerait la banque centrale ou bien un État. L'argent étant véritablement le vide à l'origine. Vous savez que c'est le troc qui est la première forme de l'argent. Donc l'ouvrage que vous faites bien d'évoquer est le résultat d'un travail qui date d'environ 1 an et demi, plus précisément. Et il était question de mettre à la disposition des Africains et du monde qui veut se renseigner davantage un ouvrage qui est à la portée de, on va dire, tous. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être financier ou banquier ou économiste. Alors, en quoi votre ouvrage fait montre l'actualité? Alors, premièrement, aujourd'hui, nous sommes à la 4e révolution industrielle. C'est la révolution digitale. Ça veut dire qu'on paye de plus en plus en ligne, on paye à distance, on travaille à distance, on commercialise à distance, dont la forme de la monnaie a changé. Très peu de gens s'en rendent compte. C'est pour ça que ça, c'est d'actualité, autant pour nous qui sommes utilisateurs que pour des acteurs principaux comme les banquiers et autres qui doivent revoir leur offre vis-à-vis des différentes parties prenantes, y compris les États. Le professeur, son Excellence Archange Touadéra, à qui je rends hommage à travers cet ouvrage, parce qu'il a pris une décision historique, audacieuse, courageuse, dans un environnement où nous avons fustigé le franc des colonies françaises depuis des décennies et qui persiste. Il a eu le courage de dire qu'il y a autre chose. Et autre chose qui était déjà utilisée dans beaucoup d'autres pays sans être formellement officialisé comme il a fait. Donc, c'est un ouvrage qui apporte une valeur ajoutée nette et qui va donc essayer d'apporter la lumière dans des aspects obscurantistes. Parce que dès qu'on dit monnaie, il y en a qui voient le blanchiment, il y en a qui voient le financement du terrorisme, etc. Ça existe, c'est vrai. En même temps, il faut savoir que c'est un moyen dont tout le monde a besoin au quotidien.
Alors, c'est un ouvrage préfacé par le professeur Faustin Archange Touadéra. 407 pages suffisent suffisamment pour vous donner assez de connaissances sur l'utilisation des crypto-monnaies, notamment, ce qui semble s'apanager aujourd'hui comme l'actualité, qui est bel et bien référenciée dans ce document. Je voudrais le dire, préfacé par le professeur Faustin Archange Touadéra, sorti des éditions Éclosion. Alors, docteur Jean-René Ndouma, en 2 ou 3 minutes, l'essentiel de cet ouvrage, comment est-ce qu'on peut utiliser ce manuel? Alors, l'ouvrage retrace en 10 chapitres, d'abord la situation géoéconomique du RCA, en passant par les entraves ou alors les blocages structurels du système bancaire et financier classique, notamment dans la zone franc, n'est-ce pas? C'est-à-dire les 15 pays qui tout à fait. partagent encore. Ça relève les technologies financières qui sont dédiées pour pouvoir utiliser efficacement les monnaies digitales. L'ouvrage remet à l'ordre du jour tous les avantages que l'utilisation des monnaies digitales et du système de paiement digital, parce qu'il y a tout un système de paiement qui est décentralisé, peuvent apporter aux citoyens, aux entreprises, aux institutions, aux États, notamment en RCA, et on a pu étendre ça sur d'autres pays africains. Ce sont généralement les mêmes avantages. Il attire l'attention sur des menaces qui sont liées à ce type de concept, n'est-ce pas? Il y a toujours des risques, il faut les évoquer, il faut les adresser clairement et donner des solutions pour pouvoir minimiser ces risques-là. L'ouvrage offre aux banques et aux établissements de crédit en général les possibilités de revoir leur offre afin de l'adapter à cette révolution. Sinon, il y a le risque d'évasion commerciale, comme nous disons, c'est-à-dire que non seulement ceux qui sont déjà bancarisés risquent de se retourner vers le système digital, mais ceux qui ne sont pas bancarisés, et c'est la grande majorité, ne pourront même plus réaliser qu'il faut aller vers les banques. Et ce serait dommage. Et on sort par la blockchainisation des marchés de capitaux, parce qu'aujourd'hui, avec les technologies financières, un marché boursier comme celui de la zone CEBAN ne peut plus fonctionner comme il y a 5 ans. Ce n'est plus possible. Il faut intégrer ces technologies pour plus d'efficacité, de transparence. Et la tokenisation, le chapitre 9 étale véritablement la financiarisation des ressources naturelles, parce que c'est ça la tokenisation. Comment convertir des ressources naturelles en argent et développer de la valeur ajoutée pour pouvoir se détourner des dettes à n'en plus finir. Et enfin, la question de la monnaie unique, mais je dirais plutôt la monnaie commune africaine, qui est liée au fait qu'aujourd'hui, on a véritablement un nouvel ordre monétaire mondial qui se met en place. Très bien. Voilà. Docteur Jean-René Ndouma-Fils, ingénieur de conception en organisation des entreprises, docteur en sciences d'ingénierie managériale de l'Université technologique de Chemnitz en Allemagne, professeur universitaire. Il est expert consultant en finance des marchés, spécialiste en finance et digitale, crypto-investisseur et crypto-entrepreneur. Vous comprendrez ma difficulté à lire certaines expressions, parce qu'effectivement, cela ne devait pas de mon domaine de compétences, mais eux, là, les spécialistes de la crypto-monnaie vont d'ailleurs s'offrir cet ouvrage, c'est 25 000 francs. On peut le trouver où? Voilà, l'ouvrage, avant d'indiquer là où on peut le trouver, je voudrais humblement saluer son Excellence, le professeur Archange Touadéra. Je voudrais dire bonjour également à M. Mekulu Vondo Akam, Alain, plus précisément, le directeur général de la CNPS, qui est d'ailleurs l'un des préfaciers de cet ouvrage. Et l'ouvrage est disponible, n'est-ce pas, aux éditions Éclosion à Yaoundé, c'est au Cameroun. On peut contacter la maison au 678 70 40 86 ou au 698 03 15 02. Très bien. Le message est passé. Un ouvrage d'ailleurs que vous dédicacez à votre feu père, Ndoumantok
René alias Noubaron, Tout à fait. qui certainement serait fier Merci de vous beaucoup. là où il se trouve en ce Je serais moment très fier, après un merci. ouvrage de ce genre. Merci beaucoup, docteur Jean-René Ndoma, fils, expert en finance et décentralisé, est là sur ce plateau ce matin pour parler effectivement de ce sommet de bloc. Nous allons accueillir les autres invités sur ce plateau. Docteur Basileken. Docteur Basileken Domelek, universitaire économiste, panafricaniste, nous a rejoint sur ce plateau. Docteur, bonjour. Bonjour, je suis vraiment heureux de ce que tu aies eu la gentillesse de m'inviter pour ce débat, pour cette rencontre, parce que nous sommes en train d'évoquer des choses qui vont être fondamentales dans les 10 ou 15 prochaines années. Je crois qu'avec l'ouvrage qui vient d'être évoqué, avec la capacité des États africains, tels que le professeur Touadéra a eu le courage de dire à haute et claire voix que le franc CFA, c'est le cimetière de l'Afrique. Ouais. Et je crois que le monde est en train de changer. Et en plus, avec l'arrivée des BRICS, il faut espérer que le monde est en train vraiment de changer. Parce que depuis 1945, les États-Unis d'Amérique ont géré la planète à leur guise. Et quelles qu'aient pu être les conséquences. Les États-Unis ont fait la guerre au Vietnam, alors que le Vietnam n'a jamais déclaré pendant plus de 2 décennies. Ils ont massacré des humains, ils ont détruit des infrastructures, ils sont même allés jusqu'à la destruction des forêts en déversant des tonnes de défoliants au motif que les maquisards vietnamiens étaient cachés sous les forêts. C'est un véritable crime contre l'humanité auquel, j'espère, le monde nouveau pourra interpeller qui de droit. Les États-Unis ont délibérément et sans le moindre prétexte déclaré la guerre à l'Irak. Ils ont massacré toute la famille présidentielle, sauf une fille de Saddam Hussein qui s'est réfugiée dans un pays arabe voisin dont je ne veux pas citer le nom. Encore qu'il n'est pas et ce pays-là, les Américains sont allés chercher cette fille-là et sa petite famille. J'espère qu'ils ne l'ont pas trouvée. Les États-Unis ont massacré Kadhafi et on ne pourrait pas s'arrêter. Donc, le monde tel qu'il est dirigé aujourd'hui par le libéralisme économique, c'est vraiment un monde satanique. Et les mollahs d'Iran n'ont pas eu tort de dire le grand Satan sur la planète, c'est l'Amérique. Très bien. Merci beaucoup, docteur Simon Basileken, pour votre retour. Nous avons eu à tout début, sur ce plateau, vous êtes parmi les premières personnes à donner de l'âme à cette émission, hélas. Mais vos multiples préoccupations vous ont séparés de nous. Pratiquement, vous étiez parti de cette ville, vous êtes revenu. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ce matin. Docteur Simon Basileken Domelek, enseignant universitaire, il est économiste, panafricaniste, également le troisième invité sur ce plateau, le professeur Jean-Paul Bellec est avec nous ce matin. Professeur Jean-Paul Bellec, universitaire, astrophysicien, panafricaniste dans l'âme. Le professeur Jean-Paul Bellec, qui lui aussi était en déplacement il y a un instant, est rentré dans son pays natal. Professeur, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour à vous, Clément. Merci de m'avoir invité. Je signale qu'étant à l'étranger, c'était en France. Tout à fait. On a quand même fait une émission. Apportez la précision, vous avez le droit de le faire. On a fait une émission sur Zoom. Oui, tout à fait. Nous avons fait une très belle émission sur Zoom. Je vais poser une question sur l'intervention militaire de la CEDEAO. Tout à fait. J'étais annoncé que si, enfin, j'ai annoncé au public, que si les gens de la CEDEAO s'amusaient à faire une intervention militaire, alors le Mali, le Burkina et leurs alliés interviendraient militairement aussi. Ça n'a pas fait 2 jours. C'est ce qui est arrivé. Bon, en tout cas, bonjour. Nous en parlerons d'ailleurs, un sujet d'entrée. L'ODG, nous en parlerons. D'accord. Bonjour à mes copalistes, donc président Bandakani. Je pense que je ne trahis pas les secrets des anges. Il a déjà été présenté, je crois. Vous avez déjà présenté le président Bandakani avant moi-même. Ça veut dire que vous avez pris la place.
Vous m'avez vu la vie. Je croyais que j'étais le dernier, comme je suis arrivé le dernier. On sait que le président Badakani... Bon, le président Badakani est régulier, là. Sauf quand il est en déplacement. La priorité aux grades universitaires. Sauf quand il est... Ah, c'est ça, ok. Oui, par rapport à... Donc, docteur Ndouma, docteur Basilekin, content de faire des émissions avec lui. C'est la première fois tous les deux sur ce plateau-ci. Oui. Oui, donc c'est un plaisir. Et bien sûr, merci, bonjour à toi également. Et à tous les téléspectateurs, à l'équipe technique, et je suis bien content d'être là. Je vais dire autre chose, c'est qu'il y a la dimension économique, mais la dimension scientifique. Parce que même quand on parle des blockchains, et la crypto-monnaie, l'Afrique ne peut pas faire l'économie de la maîtrise. Si elle veut être vraiment libre, souveraine, la maîtrise de cette technologie, quitte à innover même. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du copier-coller, on peut innover. Moi, je crois au génie africain. Donc pour cela, moi j'ai mon initiative qui consiste à pratiquer ce qu'on appelle l'éveil scientifique et aussi tout simplement ramener même les adultes. Là, il n'y a pas de distinguo. Personnellement, de 10 à X ans, X dépasse largement les 70 ans. Pas un problème. J'ai un cours que j'appelle les mathématiques dans la vie. C'est-à-dire que appliquer les mathématiques dans la vie. Et pourquoi? Parce que j'avais un constat, mais je ne suis pas le premier à le faire, qui consiste à se rendre compte que la culture africaine est basée sur les mathématiques. Et les Africains sont parmi les plus rationnels des peuples, hein, pas des individus. Des peuples africains. Des peuples au monde. Parce que l'aphorisme de Senghor est faux. Quand il dit que l'émotion est nègre et la raison est hélène, c'est faux. L'émotion est hélène et la raison est... les enseignements des Français. Voilà. Au noir. Et il s'est trompé. Oui. La raison est nègre, l'émotion est hélène. Exemple typique que je donne souvent, je le redonne encore, c'est le racisme qui sévit dans les pays occidentaux. Le simple fait d'être raciste et sur la longue durée, y compris exercer le racisme sur ceux qui sont nés sur le territoire plusieurs générations plus tard, c'est purement de l'émotion. C'est comme voir une mouche. Dès que tu vois une mouche, ça te gêne, tu vas te taper dessus, quoi. Tu vois une fourmi, tu vas l'écraser parce que... ou tu vois un moustique, tu vas l'écraser parce que tu crains le palu. C'est purement émotionnel. Parce qu'en fait, la raison peut t'emmener à dire que laisse cet insecte tranquille parce qu'il a un autre rôle à jouer dans la nature. Or, c'est pas ça qu'ils font. Eux-mêmes, ils ont beau faire les recherches sur l'origine de l'humanité et tout, ça les empêche pas. Donc voilà. Donc, il y a autre chose que je vais donc chuter là-dessus. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que l'annonce que je vais faire là n'est pas la première fois que je la fasse ici. Sauf que je croyais que Bonaprise aurait été un quartier de Nanty, où les gens ont les moyens. Donc je pense que si à Bonaprise, ça dit que quelqu'un peut inscrire son enfant pour prendre des cours, comment ça se fait que j'ai fait une déclaration chez toi? J'ai eu ici, là, à Dash TV, j'ai eu quelques coups de fil, mais personne ne s'est jamais inscrit. L'argent, là, les dépasse. Mais si c'est pour aller voir Rihanna ou Beyoncé ou n'importe qui, là, ils vont sortir l'argent. Ils ne pensent pas à la vie de leurs enfants. Moi, je dis que pour que cette Afrique soit performante, elle doit reprendre la première place. L'Afrique doit commencer à se penser comme puissance mondiale. Donc, je donne mon numéro de téléphone, non? Oui, allez-y, donnez. Donc, c'est 671 85 77 05. Donnez encore. 671 85 77 05. Les farfelus s'abstenir. Maintenant, les gens qui m'appellent sont les sérieux. Farfelus s'abstenir. Il y a un autre numéro? Non, ça ira celui-là. Ok, très bien. Merci à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Votre inquiétude, c'est que les gens n'appellent pas. Ils vont appeler. Vous allez appeler le professeur Jean-Paul Bellec. Non, ils appellent, mais ça ne donne pas de suite. Professeur, on ne peut pas tous parler à la fois. Je vous appelle, professeur. Nous demandons à nos téléspectateurs, ils ont pris un contact tout à l'heure. Essayez d'appeler ce contact et vous aurez certainement le meilleur de ce que vous cherchez dans la vie avec beaucoup de jeux sérieux. Merci à vous, professeur Jean-Paul Bellec, astrophysicien, je le rappelle, panafricaniste dans l'âme, universitaire, professeur Jean-Paul Bellec, nous rejoint également ce matin. Alors, nos quatrième invités sur ce plateau, le docteur, le président Bandakani, notre grand frère personnel, j'aime bien le dire, le président Bandakani, homme politique, président du nouveau mouvement populaire, panafricaniste dans l'âme, et j'en rajouterai d'ailleurs, notre disque du Saint-Santira est sur ce plateau ce matin. Encore président Bandakani, vous êtes tout beau ce matin. Bonjour. Je ne suis pas souvent beau. Parce que quand on n'a pas de veste, là, vous n'avez pas de veste, mais vous êtes très beau avec cet habillement, président Bandakani. Ben, merci. Je considère que c'est un compliment. On n'est jamais rassasié de compliments. Vous me faites l'honneur de me mettre au milieu des professeurs et docteurs. Moi, je n'en suis pas un, ni professeur, ni docteur. Moi, non, vous avez la gnaque, vous avez la gnaque, et vous avez la matière nécessaire pour être au milieu de tout ce monde. Moi, je suis un illettré. Donc, moi, heureux de l'être. Merci de me faire l'honneur de me mettre parmi les savants. Savants, ce sont mes amis, ce sont mes papas. Basilekin, c'est mon papa. Ndouma, c'est mon ami.
Professeur Belex, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon camarade de combat. Docteur Douma, j'ai ma fille chez lui. Raison de plus, il n'est pas qu'il joue avec moi, il le sait. Je salue les techniciens. C'est pas, on ne les voit pas, c'est nous qu'on voit. Je salue Judith qui prend soin de nous quand nous venons ici. Je salue tous les spectateurs. Ce sont des millions hein, maintenant. Tout à fait. Ils sont en termes de centaines de millions d'ailleurs. Qui sont scotchés à Dash TV. C'est une très bonne aventure médiatique. Je ne veux pas me taire sur l'événement littéraire et scientifique qui est créé par le docteur Douma. Tout à fait. J'attends mon exemplaire. J'ai de la peine à me prononcer entièrement parce que je n'ai pas encore lu. J'attends mon exemplaire. Mais comme je le côtoie depuis très longtemps et qu'il est mon conseiller dans ces affaires pour lesquelles j'étais très réticent au départ, mais il m'a amené à comprendre. Il vous a adopté. Non, on apprend tous les jours. Moi, je suis un élève éternel. Hein. Je suis un éternel élève. Donc, c'est lui qui m'a enseigné les bienfaits de la crypto-monnaie. Il m'a convaincu. Et ces enseignements se sont concrétisés quand le Centrafrique a élevé cette monnaie, cette technologie au niveau d'un outil d'État. On a mesuré toute la dimension révolutionnaire, n'est-ce pas, de l'outil numérico-technologique en termes monétaires. Et je voudrais saluer ça. C'est ce qu'on attend des universitaires. Les universités doivent faire des publications. Ouais. Bien que ce soit ce qu'on appelle dans leur jargon, ils vont me corriger, moi je ne suis pas professeur, ils vont me corriger, dans leur jargon, les savoirs savants. Tout à fait. Bien que ce soit des savoirs savants, qui souvent peuvent être confinés dans les cercles clos, il n'en demeure pas moins qu'un universitaire, c'est sa fécondité intellectuelle dans les publications qui confirme son statut. Tout à fait. Et là, il ne déroge pas à la règle universitaire par excellence. C'est un brillant sujet. Vraiment, j'ai hâte de lire le bouquin. Il faut qu'il me donne mon exemplaire très vite. Ne me donne pas, je vais acheter. Je vais acheter, j'attends ça, parce que j'ai envie de faire la promotion de ce livre. Tout à fait. Et intellectuellement, pour ça, c'est qu'on peut faire la promotion d'un livre qu'on n'a pas lu. Tout à fait. On n'a pas lu. Je vais lire le bouquin. Mais vraiment, c'est un grand événement, parce que l'enjeu du monde, c'est la démocratisation de l'économie mondiale. Il y a une contradiction fondamentale qui travaille le monde. On prétend qu'on est dans un monde qu'on doit démocratiser politiquement, mais les champions de la démocratie politique, si on les prend au sérieux, parce qu'ils ne sont pas des démocrates, ce sont des criminocraties. Nous, on les appelle les criminocraties. C'est démontré et c'est incontestable. Voilà. Bon, maintenant, comme ils se sont passés pour les démocrates et les démocratiseurs, et qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui jouissent, dès qu'ils entendent le mot démocratie, ils jouissent comme les filles contre des vierges, permettez-moi l'expression. Alors maintenant, c'est devenu une mode. Mais comment peut-on vouloir démocratiser le monde sans démocratiser l'économie mondiale? L'économie mondiale, depuis près de 600 ans, est confisquée par quelques familles connues, ces familles qui ont réussi à infiltrer des États, ces familles qui ont imposé au monde une organisation financière et économique qui fait qu'il y a un centre qui vole toutes les richesses du monde et prétend faire croire qu'elle produit la richesse, elle est plus évoluée, elle est développée, tout à l'heure, le docteur Bellet parlait de racisme. C'est-à-dire qu'elle a établi une hiérarchie entre les races et les peuples. Eux, ils sont des peuples nés pour commander parce qu'ils sont extrêmement brillants. Et tous ceux qui sont à la périphérie sont des vauriens qui doivent être civilisés. Donc voilà l'architecture du monde. Et le niveau de Douma participe de ce que j'appelle la démocratisation de l'économie. Parce que la crypto-monnaie, si j'ai bien compris cet enseignement, est une arme de démocratisation radicale de l'économie. Tout à fait. Et qui est à la portée de tout le monde. Tout à fait. Maintenant, comme toute arme, ça a son revers. Tout à fait. Comme le couteau, ça a son revers. Tout à fait. C'est pour ça que ce livre-ci vient à point pour nous apprendre à se servir de cette arme-là, heureusement, dans le sens du bon, c'est-à-dire s'en servir positivement. C'est en cela que je trouve cet événement littéraire d'extrêmement pédagogique, d'extrêmement important. Je voudrais encourager tous ceux qui croient en ce que nous faisons, de s'apprêter à acheter le bouquin quand il sera mis en main. Quant à moi, je l'ai dit, une fois que j'aurai lu, je prendrai ma responsabilité pour faire la promotion de cet événement, de
de ce livre qui a eu l'honneur d'être préfacé par le président Touadéra, qui sait de quoi il parle lui-même. C'est un quanticien. Tout à fait. Touadéra, il sait de quoi il parle. Et qui a eu aussi l'honneur d'avoir l'avant-propos de notre ami, le directeur général de la CNPS, Mekouloum Vondo, qui est un des rares hauts fonctionnaires camerounais à s'impliquer et à s'intéresser au panafricanisme. Je voudrais le saluer en passant. Merci beaucoup, Président Panda Kani. On va entrer à notre sujet d'entrée avec vous tout à l'heure. Le temps de demander aux ancêtres du village de M. Douma de bien vouloir bénir cette œuvre. Vous savez, on ne peut rien sans nos ancêtres du village. Les Africains ont toujours dit que on va voir le grand-père au village, ils pensent que c'est la blague. Ce n'est pas de la blague. Il faut bien prendre ça au sérieux pour que les ancêtres bénissent cette œuvre et qu'elle fasse mouche dans le monde entier. En tout cas, ma bénédiction est là-dessus. Alors, le 5e invité sur ce plateau, pas peut-être sur ce plateau, mais dans le cadre de cette émission, c'est depuis Paris que nous avons l'honneur de l'avoir. Docteur Salifou Boubé, docteur Boubé Salifou, universitaire émérite, comparatiste et politiste, consultant international, enseignant en sociologie politique et communication politique à l'Université catholique Ouest, c'est en France. Docteur Boubé, vous nous entendez? Bonjour. Bonjour. Bonjour Raoul Pépin. C'est un honneur de participer à ce débat et je vous remercie de l'invitation et je salue les différents panélistes que j'ai l'habitude de suivre sur les chaînes de télévision et que j'apprécie énormément, j'apprécie mais vraiment. Et c'est un plaisir de débattre, c'est un plaisir d'échanger avec les panélistes. Et je remercie aussi les techniciens qui nous permettent de nous connecter, d'échanger et d'enrichir, en fait, de nous enrichir mutuellement. Je passe un bonjour aussi à nos téléspectateurs. Je vous remercie. Alors, docteur Boubé, apparemment, vous êtes rajeuni un peu de 5 ans. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas vu. Mais à vous voir tout à l'heure, vous ressemblez à ce jeune de 28 ans. Pourtant, je vous imaginais déjà dans la cinquantaine. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes ensemble. Docteur Boubé, passons aux choses sérieuses maintenant. Vous êtes nigérien, mais vous vivez en France, où vous êtes d'ailleurs enseignant. Quelle lecture faites-vous de la situation qui prévaut au Niger en ce moment, qui pourrait d'ailleurs s'ériger vers un affrontement entre grandes puissances, s'il faut le dire, tapis dans l'ombre? Ce qui se passe au Niger actuellement est quelque chose de très intéressant. Je me rappelle quand, au début de la situation, j'ai essayé d'appeler un peu les personnes qui sont sur place pour leur poser des questions. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, il m'a dit « Docteur, j'ai toujours pensé que nous sommes les plus pauvres de la planète, mais je me suis rendu compte que, en fait, le Niger est pratiquement central en Afrique, dans la géopolitique. » Donc, ce qui se passe au Niger, en fait, c'est quelque chose pour tous les analystes politiques, en fait, s'attendaient à cette situation, à un coup d'État au Niger ou à un crash du système, en fait, démocratique, moi, ce que j'appelle notre démocratie cosmétique, parce que ce n'est pas en soi une démocratie. Pour vous expliquer un peu le contexte, en tant que tel, le président qui a été renversé, faut-il le rappeler, en fait, son élection a été contestée. Il y a eu d'abord la contestation de sa personne, il y a eu par la suite la contestation de l'élection en tant que telle. Donc, le processus en fait, de la mise en place de la CENI, le processus de l'élection et le résultat. Donc, il y a eu cette contestation et durant ces 2 années de mandat, si vous voulez, il y a eu une première tentative de coup d'État à la veille de son investiture et il y a quelques mois de cela aussi, il aurait échappé à un autre coup d'État. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas quelque chose de surprenant en fait, de se réveiller un matin et se rendre compte qu'il y a eu en fait un changement de régime au Niger. Ce qui est particulier au niveau de ce changement de régime, c'est que, si vous voulez, il y a une sorte de rupture entre l'élite politique nigérienne et la masse populaire.
Il y a les partis politiques qui sont, en fait, qui sont devenus comme des entreprises au Niger. Donc, les postes, en fait, les postes au niveau de l'administration, les postes politiques sont une sorte de partage de gâteau entre griffes. Donc, le pauvre citoyen, il ne profite absolument rien du bien public. Il vit au jour le jour. Donc, c'est comme s'il y a une sorte de, il y a deux catégories de citoyens nigériens. Il y a les politiques, ceux qui font la politique, qui sont dans des partis politiques, qui sont extrêmement riches, et de l'autre côté, le citoyen lambda qui est pauvre. Et cette rupture, en fait, au niveau des citoyens, a commencé à se manifester à travers une violence urbaine. Pour ceux qui connaissent le Niger est l'un des pays les plus paisibles que je connais, en tout cas, au monde. Puisque c'est un pays où vous pouvez dormir vraiment en pleine brousse, vous pouvez dormir dans la rue, vous pouvez dormir, mais vous êtes sûr d'être en sécurité. Mais il y a à peine 5, 7, 10 ans au maximum de cela, en plein jour au Niger, vous ne pouvez, à Niamey, dans la capitale, vous aurez du mal à sortir votre téléphone. Vous aurez du mal à circuler dans certaines ruelles, choses que les gens ne connaissent pas. Donc, voilà les premiers éléments qui relèvent d'un aspect socio-politique de ce qui se passe au Niger. Mais, comme les institutions sont en place, on considère qu'il y a eu les élections, tout le monde a un poste, donc la démocratie est respectée. Mais en fait, c'est une sorte de rapport entre forme et fond. Il y a une forme de démocratie. Docteur Boubé, s'il vous plaît. Dans le fond. Docteur Boubé, s'il vous plaît, allez à l'essentiel. Oui. On n'aura pas trop de temps à suivre ce narratif. Vous ne serez pas 30 à 40 minutes. En fait, allez à l'essentiel, je vous en prie. Concrètement, géopolitiquement ou bien géostratégiquement, qu'est-ce qui se passe au Niger? D'accord. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un coup d'État et la population est en train de supporter, mais à plus de 70 voire 80%, les militaires qui sont actuellement au pouvoir. Voilà exactement ce qui se passe. Et de l'autre côté, ceux du régime déchu, en fait, la majorité ont fui le pays et maintenant ils appellent à ce qu'on bombarde le pays. Voilà schématiquement, en fait, ce qui se passe au Niger. Est-ce que l'entrée, en fait, ces soldats d'interposition, je ne sais pas comment on les appelle, ces soldats qui sont en train d'être mis en place par la CEDEAO, on aurait même appris que c'est en Côte d'Ivoire qui se sont déjà rangés. Oui. Alors, dites-nous, est-ce qu'une intervention au Niger de la part de la CEDEAO pourra servira à la sous-région, ou alors ça sera une catastrophe totale? Déjà, je suis sceptique du point de vue logistique. Et attaquer le Niger, c'est mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. C'est mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Pratiquement ou techniquement, ils ne peuvent pas le faire. Puisque attaquer le Niger, c'est attaquer le Burkina, c'est attaquer le Mali. Or, ces trois armées, en Afrique de l'Ouest, ce sont les trois armées qui sont les plus expérimentées. Donc, techniquement, techniquement, c'est pas possible. Et attaquer avec la bénédiction d'une puissance extérieure, c'est tout simplement installer ce qui se passe actuellement en Libye dans toute l'Afrique de l'Ouest. Je dirais que ça serait une catastrophe pour l'Afrique de l'Ouest, surtout pour les pays qui veulent attaquer. Alors, on a appris quand même que le ministre des Affaires étrangères du Niger, en tout cas le gouvernement nigérien, l'actuel gouvernement du Niger, a bel et bien autorisé les armées maliennes, burkinabées, d'entrer sur son territoire en cas d'attaque et de pouvoir agir. Est-ce vrai ou faux? Oui, le ministre des Affaires étrangères du régime de Chi, effectivement, il a donné cette autorisation. Et il serait, j'ai pas le document, mais il aurait signé un document pour demander à la France d'intervenir le jour du coup d'État, pour demander aux militaires français de bombarder le palais présidentiel. Oui, effectivement, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Massoudou, jusqu'à aujourd'hui, il est dans le lobbying pour attaquer le Niger.
Merci beaucoup pour ces premières informations. Nous sommes ensemble, docteur Bobé Salifou. Vous êtes à Paris, vous êtes enseignant, politiste, consultant international. Nous faisons le débat ensemble. Quelqu'un souhaiterait prendre la parole en premier ou alors je décide d'organiser mon nom, puis le président Badakani. Allez-y. C'est aussi le Niger, n'est-ce pas? On est dans le Niger. Professeur, docteur Bobé Salifou. Vous pouvez continuer dans la lutte. Non, je pense qu'on est d'accord sur l'essentiel, ce qui vient de te dire. Je voulais simplement ajouter à sa suite que la France a lancé une campagne, Macron l'a dit ouvertement, et la France a créé une armée numérique et une armée de soi-disant intellectuels dirigée par Achille Mbembe, dont on connaît la valeur, on sait ce qu'il vaut. Donc le but est d'attaquer le panafricanisme et discréditer les dynamiques comme celles que nous voyons aujourd'hui au Niger. On va résumer l'essentiel. C'est-à-dire, tout le discours tourne autour du fait que les Africains ne doivent pas quitter un nouveau maître, un ancien maître pour aller voir un nouveau maître. Alors il y a les nouvelles recrues dans ce regroupement de petits mercenaires. Il y a Kalice Béala maintenant qui monte, elle est en première ligne. Et ça arrive parce que les arguments font pitié. Les arguments font pitié. Je cherche toujours les arguments sérieux face auxquels on peut opposer des arguments. Il n'y en a pas. Khalil Béal a dit que la Russie a envahi l'Afghanistan, que la Russie a colonisé l'Afghanistan, a colonisé l'Arménie. Vous vous demandez même si un jour, vous vous demandez si les gens savent de quoi est-ce qu'ils parlent. Elle va jusqu'à dire que la Russie sodomise les enfants en SCA. Vous sentez vraiment une personne qui est payée à la tâche. Vous parlez de Kalice Béal. Qui est payée. Non, je parle de... Je la cite parce que elle a un peu pignon sur rue. D'autres ayant échoué, Mbembe a échoué lamentablement, on sait ce qu'il faut. Mais on nous sort des écrivains comme ça à qui la France a donné les prix. Vous savez ce que valent les prix français. Je ne vais pas insister dessus. Les prix littéraires français, on sait ce que ça vaut. Surtout quand il s'agit de récompenser les Africains. Donc, on voit, ils disent que l'Afrique ne doit pas quitter une servitude pour aller vers une autre. Alors, il faut rappeler ceci. Mais on est obligé de monter parce que vous savez souvent quand en face de vous, vous avez le vide. C'est difficile de répondre. Vous ne pouvez pas répondre à quelqu'un qui ne débat pas, ment, descend en dessous de la ceinture. Vous qui êtes habitué, les universitaires savent ce que ça veut dire. Vous qui êtes habitué à une certaine méthode, à des arguments rationnels, organisés, vous donnez de la peine à descendre à cette niveau parce que c'est du vide. Ce qu'on va dire, c'est quoi? C'est que il faut qu'on cesse de faire croire aux Africains que lorsque des puissances occidentales sont en déclin sur le continent, ça veut dire qu'il y a la guerre des puissances sur le continent. C'est un jeu dans lequel la France excelle énormément. C'est-à-dire que dès que les puissances occidentales, dont la France, sont en déclin, perdent des positions de manière accélérée, elles commencent à crier que non, il y a un nouveau maître qui arrive, il y a un nouveau maître qui sort de nuit, il y a un maître qui arrive, vous quittez un ancien maître pour aller vers un nouveau maître. Ça ne repose sur aucun argument. Vous êtes installé sur un continent depuis 600 ans que vous avez confisqué. C'est quand même honteux de venir un matin commencer à dire qu'il y a un nouveau maître qui arrive. Le fait de le dire démontre que vous avez été dire que les maîtres les plus négatifs qui puissent exister, s'il faut appeler ça maître. Je ne sais pas si la prédation, un prédateur est un maître. Je ne sais pas si un esclavagiste est un maître. Je ne sais pas si un colonialiste est un maître. Mais laissons les Kalice Béal et les consorts balancer des arguties de ce type. Comprenez? Donc, venir à dire que maintenant que l'Occident est en train d'être chassé du continent africain, et c'est l'événement historique, la dimension historique de ce qui se passe en Afrique est incontestable, à tout point de vue. Sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan émotionnel, sur le plan culturel. Ce qui se passe en Afrique actuellement est historique. Ceux qui sont largués, ceux et celles qui sont largués, parce que la position de l'Occident faisait tomber des miettes qu'ils ramassaient et jouaient au grand. On comprend qu'ils attaquent ce mouvement. On comprend. Parce que c'est leur perte qui est en jeu. Mais qu'ils attaquent avec des arguments solides. Pendant que la France massacrait en Afrique, tuait en Afrique, rasait les populations en Afrique, n'est-ce pas? Où étaient ces gens qui n'aiment pas les maîtres? Ils étaient où?
il était en France, recevait des prix, trouvait que la France est une démocratie et que c'est le pays des Lumières. Et d'ailleurs, à partir de cette position française, il regardait les pays africains de haut. Vous savez, M. Mbembe a écrit des tonnes de livres où il dit que ce sont des satrapies, c'est le territoire de la nuit la plus noire. On avait confiné les États africains à ce type de ghetto. C'est à ce niveau que les Mbembe qualifiaient les pays africains. Calis Béal, pareil, elle était très contente d'être en France et qu'on sort, disant que non, et il représente la couche la plus évoluée de l'Afrique, fermant les yeux sur tous les crimes des Français. Il y en a qui sont réveillés tard, oui, ils sont réveillés tard quand Gbagbo a été attaqué pour le cas de Calis Béal. Elle a dénoncé ça, elle a dénoncé aussi la Libye, mais avant. Mais si vous dénoncez tout ça, vous venez après aujourd'hui nous dire que on est en train que la Russie est un nouveau maître. Mais c'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Oui. Des gens veulent nous faire croire que en Afrique, c'est important ce que je suis en train de dire. Allez-y, président. C'est une bataille intellectuelle sauf qu'on a sérieuse. notre sujet. Les gens nous disent que les panafricanistes soutiennent les dictatures. Ouais. Voilà leurs arguments. Nous soutenons les dictatures en Afrique. Comme si, n'est-ce pas, la France est donc une démocratie, qu'il sert donc de référence pour venir libérer, pour venir civiliser l'Afrique. Donc, les Mbembe l'a dit plusieurs fois. Lui, ça ne vaut pas la peine. Le Calis Béal estime que la France est une démocratie à partir de laquelle on peut s'inspirer pour venir démocratiser l'Afrique. Parce qu'il y a des tyrans. Et comme il y a des tyrans, donc, on n'est pas qualifié pour dénoncer les crimes de l'impérialisme. Niant donc le fait qu'on a affaire à des colonies, à des néocolonies, et que dans une colonie ou une néocolonie, il n'y a pas de tyrans. Il y a des sous-préfets. Et les événements le démontrent tous les jours. Voilà des dirigeants nigériens qui s'élèvent. Peu importe leur passé. Quitte à travailler pour le State ou pas, peu importe. Aujourd'hui, leur orientation est ouvertement révolutionnaire. Au lieu de les soutenir, qu'est-ce qu'on dit? Non, qui veut nous entraîner vers le nouveau maître? Vous voyez ça? On dit que l'on est contre les coups d'État, comme s'il y avait un coup d'État au Niger. Monsieur le docteur vient de le dire. Comme s'il y avait un coup d'État au Niger. On n'a pas le temps pour déconstruire une telle stupidité sémantique. Dès qu'il y a coup d'État au Niger. Ça fait pitié de dire ça. Comme si le Niger était un pays souverain. Comme s'il y avait un État digne de ce nom au Niger. C'est-à-dire que des trucs comme ça, on dit ça. Vous voyez donc, pour dire que tous les gens, Pépin, qui tiennent de tels discours, sont des petits suppôts de l'Occident. Des petits supplétifs de bas niveau de l'Occident. Ils masquent leur supplétivité par une grandiloquence vide. Très bien, merci beaucoup, président Badakani. Docteur Simon Batileket. Oui, je voulais revenir un peu sur le livre de mon fils. Nous sommes déjà passés sur ce livre, docteur. Oui, je voudrais... Je sais, ça a un rapport avec la thématique. Ça a un rapport avec le Niger. Oui, absolument. Allez-y. Oui. Vous savez, quand le président Touadéra a décidé de recourir à la crypto-monnaie, parce qu'il a compris qu'avec le franc CFA, il n'y aura jamais le moindre progrès en Afrique. Tout de suite, une université française a voulu organiser à l'université de Douala un colloque avec pour intention de démontrer que la crypto-monnaie est absolument incompatible avec le développement économique. Mais vraiment, le livre-là, c'est comme une réponse. Par bonheur, ce colloque n'a pas été organisé, mais je crois qu'il faudra qu'il voie dans ce manuel pour dire qu'en Afrique, on a de la mémoire pour réfléchir, on a de l'esprit pour concevoir l'avenir, et qu'on n'est pas, contrairement à ce qu'ils disent souvent, et qu'on n'est pas des sous-hommes. Vous savez, dans la colonisation française, on s'est organisé pour qu'il y ait des avenues de Gaulle, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, dans tous les 15 pays francophones d'Afrique. Mais quand vous y allez, vous ne voyez pas même les présidents qui sont leurs sous-préfets ici. Il n'y a pas de rue à Madouaïdjo, il n'y a pas de place. Pour Biya, je ne parle que du Cameroun. Hein. Donc c'est pour dire que ce livre-là, c'est vraiment une très bonne chose qui va appuyer le débat panafricain. Et j'invite beaucoup de compatriotes à se l'approprier, à le lire. Moi-même, je ne l'ai pas encore lu, hein, parce qu'il vient de sortir. Mais c'est très important, parce que ce colloque-là, je me disais, je vais y aller pour entendre de quoi on allait parler.
heureusement pour nous, il ne s'est pas tenu. Mais je crois, voilà une réponse, parce que c'est sûrement les cabinets noirs de l'Élysée qui avaient inspiré ce colloque-là. Et malheureusement, ou heureusement pour l'Afrique, ça n'a pas eu lieu. Alors. Par conséquent, il faut qu'on considère ce manuel, ce livre-là, comme un point central de la réflexion néo-panafricaine. Alors, je souhaiterais que l'équipage technique fasse preuve de beaucoup de sérieux ce matin. Franchement, j'ai hâte de dégager sur ce plateau. Faites preuve de beaucoup de sérieux, je vous en prie. Alors, nous allons maintenant... Docteur Boubé, peut-être avant de revenir à vous. Docteur Ndouma, dites-nous un peu... le Niger est en passe de faire comme le Mali, ou peut-être mieux, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a tellement de concentration d'énergie au Niger qu'on se demande quel acharnement contre un pays comme celui-là. Un pays aussi pauvre qui est à la recherche de sa souveraineté, mais qui subit de tels harcèlements. On peut comprendre l'enjeu qu'il y a derrière tout cela? Oui, en fait, nous parlons du Niger, mais il ne s'agit même pas uniquement du Niger. Le Niger est un prétexte. Vous savez que lorsque le Mali a demandé à la France de retirer ses forces militaires d'annexion, on les a relocalisées où? Donc, si maintenant la France n'a plus la possibilité d'avoir un pied à terre au niveau de l'Afrique de l'Ouest et précisément au Niger, on connaît les enjeux liés au fait que ce soit le Niger sur le plan économique, etc. Mais sur le plan géopolitique, la soi-disant force d'intervention qui devrait être déployée ne sera pas déployée si jamais ça arrivait. Nous disons que nous ne voulons pas que ça arrive, ce serait une idiotie, etc. Beaucoup de grands hommes politiques ont encore parlé de ça récemment, encore le président Laurent Gbagbo, qui est quand même une figure de taille. Donc, il est question ici de donner l'impression qu'on veut venir remettre quelqu'un au pouvoir qui a perdu le pouvoir depuis peut-être plus de 3 semaines et qui est encadré, nourri par ceux qui sont au pouvoir présentement, qu'on peut éliminer à tout moment, qu'on peut faire disparaître à tout moment, et qu'on n'élimine pas, on n'a même pas fait couler une goutte de sang, etc. Vous ne pensez pas qu'on va mettre une sous-région en guerre, parce que ce n'est pas que le Niger. S'il y a une attaque militaire au Niger, ça va s'ébranler. Et donc, on ne peut pas prendre l'initiative de le faire. Et quand je dis on, c'est surtout la France qui est une force coloniale qui continue de vouloir imposer ce qu'elle a toujours imposé depuis avant les indépendances factistes. Et elle ne peut pas instrumentaliser la CEDEAO de créer un chaos comme celui-là dans la sous-région pour M. Bazoum. Vous pensez qu'on est idiot ou quoi? Pas jusqu'à ce point-là. Hein? Donc, il est question ici de tout faire pour avoir un ancrage dans l'Afrique de l'Ouest et partant en Afrique. C'est pour ça que la France est en train de se battre, selon les informations qui nous parviennent, pour que, évidemment, il y ait une intervention militaire. S'il y a le chaos, elle aura la possibilité d'y rester davantage, de continuer le pillage, de mettre un autre laquais à la place de celui qu'on a renversé pour restaurer véritablement l'ordre constitutionnel par la population. Et donc, c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que, pour sortir par 2 ou 3 choses, premièrement, le général Tiani et son équipe doivent demander à la France de retirer ses troupes. Les 1500 soldats français, il faut leur demander de partir. Il faut même étendre ça sur d'autres forces, parce que même les Américains, ils sont là aussi. Mais comme ils font semblant de se désolidariser de la France, on peut encore les observer. Mais il faut demander à la France de partir, parce que c'est une menace réelle qui est là sur place. Deuxièmement, il ne faut pas que les quelques chefs d'État, les 2 ou 3 chefs d'État qui sont bien connus, qui sont les laquais de M. Macron,
qu'ils prennent le dessus sur tous les autres chefs d'État qui ont quand même, à nos yeux, un certain respect, une certaine dignité. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Donc, si à cause de 2 ou 3 chefs d'État qui ont leurs intérêts écocentriques, sataniques même à la limite, on doit mettre à feu et à sang tout un continent, parce que ça va partir du Niger, mais on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Les membres de l'OTAN envoient seulement les armes. On envoie les armes, on envoie les armes. Pendant ce temps, les Ukrainiens sont en train de mourir. On détruit l'Ukraine. Chacun d'entre eux est dans son pays, il est tranquille. Vous voulez que ça arrive chez nous en Afrique? Que les Africains tuent les Africains, détruisent les pays africains au moment où nous sommes en train de construire l'Afrique pour que l'Afrique soit respectée par les autres? Non. Merci beaucoup, docteur Jean-René Douma. Professeur Jean-Paul Bellec, la situation au Niger excite un peu et dérange, on va le dire au même moment. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à cette espèce d'hécatombe dans ce pays qu'on appelle le Niger, tant sollicité, tant convoité, mais aussi décrié par certains? Bon, moi déjà, j'ai eu une information que je n'ai pas encore vérifiée, mais qui dit qu'il y a déjà eu une attaque au Niger. Voilà, et il y a eu 111 soldats des forces spéciales. Je vais donner les noms des pays d'où ils étaient originaires. Il y avait le Nigeria, le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et même le Sénégal, alors, il y en a 5. Ils ont attaqué au niveau de la zone des 3 frontières, en venant du Bénin, je crois. Et ils ont ramassé des raclés, quoi. Alors, donc, moi, je vais être très court là-dessus. Au départ, pour moi, c'est du bluff. Mais comme apparemment, ils font des choses en catimini, c'est-à-dire qu'ils disent des choses, ils disent qu'ils n'ont pas encore fixé, ils ont fixé la date, mais ils ne la disent pas. Et en fait, ils sont déjà sur le terrain. Ils sont déjà sur le terrain. Voilà, mais on les attend aussi. Voilà. Et la preuve est qu'ils ont ramassé des raclés. Ils reviennent, ça sera la deuxième raclée. Ils ne peuvent pas gagner. Alors, maintenant, je dis une chose. La France, si les États-Unis sont prudents, c'est parce qu'ils ont une diaspora noire et qu'à force de nous écouter, parce qu'ils nous écoutent aussi, hein, ils ont fini par comprendre que ça va finir par jouer contre eux, parce que la population, la diaspora noire va ouvrir les yeux. Certains ont déjà ouvert les yeux, mais la grande part, un peu comme les Africains sont éveillés aujourd'hui. Avec plus le temps passe, plus les Africains américains aussi vont ouvrir les yeux. Parce que le phénomène, c'est que, vous voyez, quelle que soit la zone africaine que vous prenez, arabophone, anglophone, lusophone, francophone, tout le monde maintenant est au courant du panafricanisme en Afrique. L'éveil est total. Ben, ça va, c'est la même chose. Bien sûr en Amérique latine, mais aux États-Unis et au Canada. Donc, comme ils savent que si jamais ça arrive, ça commence à devenir chaud chez eux, parce que là, le problème maintenant va être déporté chez eux. Quant à la France, eux, ils sont fous depuis longtemps, on ne regarde même pas. Mais donc, les États-Unis, eux, sont prudents, mais la France ne l'est pas, parce que c'est des fous là-bas. En tout cas, le président actuel, on ne sait pas pourquoi on l'a mis là. Et puis, il commence à jouer sa place. Hein. Pour ce que j'ai vu en France, Macron, s'il ne fait pas attention, va être démis. Asselineau, François Asselineau a donné les critères qui permettent de demander... comment dire, d'introduire la démission de... On appelle ça... La destitution, voilà, impeachment. La destitution de Macron, il y a tout est là pour ça. Et donc, c'est parce que les partis, soi-disant, entre guillemets, d'opposition, mais vous comprenez, c'est une opposition contrôlée, jouent le jeu. Même le Rassemblement national joue le jeu, le LR joue le jeu, même Mélenchon joue le jeu de Macron, parce qu'ils sont dirigés par la même famille. Okay, bon, alors, mais Macron, lui, il est en jeu parce que sa réélection vient d'une petite récompense pour tous les maltraitements aux gilets jaunes et au niveau du Covid, comment ils ont maltraité les Français, voilà, comment ils ont fait gagner l'argent aux firmes qui vendent des, entre guillemets, vaccins, comme les Pfizer, comment il a donné des marchés à des conseillers, les faux conseillers, les faux conseillers le patron au Niger, docteur Jean-Paul, non, les faux conseillers américains qui sont payés, bon, vous connaissez le problème, oui. Alors, donc je dis à Macron ceci, il veut sauver sa présidentielle, il veut rester jusqu'au bout, n'est-ce pas? Alors, il continue à commettre des bêtises en Afrique. Alors, si jamais il commet cette erreur, que ça lui passe par la tête, s'il est mal conseillé, de faire jouer ses troupes, comme il a fait en Côte d'Ivoire, au Niger, ben, je pense qu'on va l'arrêter avant, les États-Unis vont l'arrêter avant. Sinon, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Cette fois-ci, ça sera le début de la Troisième Guerre mondiale, non plus en Europe, mais en Afrique.
Parce que ces gens-là sont têtus, ils n'ont pas compris. Les Africains ne sont plus prêts à permettre à des endocolons démis de reprendre le pouvoir. Parce que la roue de l'histoire qui tourne en Afrique, c'est la destination, c'est le panafricanisme et la souveraineté totale, la libération totale, la mise d'exploitation des matières premières au profit des peuples africains qui les ont acquis naturellement du Dieu, qui les a mis là. Ok? Donc s'il n'a pas compris ça, que nous on est résolus à avoir cette liberté. On ne veut plus que nos enfants vivent la misère que nous on a vécue. Plus question. Les enfants, les descendants là, eux ils doivent avoir maintenant une vie bien normale, profiter de leurs matières premières, de leur richesse, de leur intelligence même, leur capacité à innover, à inventer. Voilà, donc je chute là-dessus. Donc ça, c'est une mise en garde cette fois-ci en destination de Macron et du monde occidental qui doit freiner un fou s'il veut commettre une folie. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, professeur Jean-Paul Bellec. Alors, on sort avec vous, docteur Salif, sur la question. Nous avons encore une thématique centrale que nous n'avons pas encore abordée. Nous avons 50 minutes pour partir de ce programme. Alors, quelle est la solution souhaitable au Niger? La solution souhaitable, c'est juste accepter la transition et rebâtir le pays, puisqu'il y a un processus de refondation qui est lancé. Donc, ce qui est sûr, les militaires ne vont pas reculer. Et le peuple, c'est quelque chose qui est particulier, en tout cas le coup d'État. Il y a une sorte de convergence d'énergie positive de la population. J'ai jamais vu dans l'histoire sociopolitique du Niger un coup d'État qui a drainé autant d'énergie, au point où la population a fait corps avec les militaires du point de vue humaniste physique et même du point de vue mystique. C'est la première fois que je vois un coup d'État qui a fait en sorte que les populations se sont retrouvées dans les mosquées. Ceux qui pratiquent les cultes traditionnels ont pratiqué, ceux qui sont à l'église, juste pour prier pour le pays et pour les dirigeants. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Et pour aussi, il y a cet aspect, avant de passer à la solution, le panafricanisme, en fait, il a beaucoup irrigué la société nigérienne. Quand vous allez au fin fond des campagnes, vous allez entendre les gens parler du panafricanisme, vous serez vraiment surpris. Il y a eu un travail qui a été fait. Et du point de vue militaire, il y a déjà une dénonciation des bases militaires, en tout cas pour le moment françaises au Niger. Donc il y a une dénonciation et il y a une sorte d'élan de rupture de partenariat et de contrat. Mais donc en matière pour les solutions, moi je pense que c'est laisser cette transition, elle est déjà sur la bonne voie, puisque il y a déjà les dominations qui sont en train d'être faites et vraiment basées sur des critères, sur les compétences, et les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Donc je pense que le plus important, c'est d'accompagner en tout cas la transition. Une guerre, ce n'est pas dans l'intérêt de la France, une guerre, ce n'est pas dans l'intérêt de la CEDEAO. Donc je pense que le mieux, c'est d'accompagner la transition. Une transition, vous avez si bien dit, qui pourra durer 3 ans, selon le général Tiani. Effectivement, transition fixée déjà à 3 ans. Le président Badakani, vous avez demandé la parole. En 2 minutes, je vous en prie. Le professeur Bellec a raison de convoquer le petit criminel de l'Élysée qu'on appelle Macron. Parce que c'est le commandant en chef de la CEDEAO. Vous allez nier ça comment? C'est lui qui donne les ordres à la CEDEAO. Y compris au Niger. On va parler des affaires de l'Afrique, en général et en particulier la question particulière du Niger, sans convoquer le patron de tout le désordre, l'organisateur, c'est M. Macron. Et il faut le traiter comme il mérite. C'est un petit criminel. Dans d'autres situations et contextes, si la diaspora africaine, si elle était plus engagée que ce qu'on voit, elle ne nous servait pas ce que Khalis Béal nous sert, il mettrait la France à feu et à sang. On est arrivé à un niveau où les Africains ont le droit de le faire. Vous pouvez venir créer les guerres en Afrique et en France, vous êtes tranquille. Le temps arrivera, et le temps doit arriver où les États africains vont déclarer la guerre à la France. Les Africains ne sont pas violents, vous le savez, président Badakani. Qui a dit ça? Nous avons nos manières, Qui a dit que les Africains ne sont pas violents? nous avons nos méthodes, nos manières de sortir. Est-ce que la non-violence, c'est la lâcheté? Il ne faut pas confondre non-violence et lâcheté. C'est pour ça que j'ai dit les Africains ne sont pas violents. Je dis donc non, ce n'est pas la violence. Bombarder la France, j'assume mes mots. Déclarer la guerre contre la France, ce n'est pas la violence. C'est une légitime défense. Depuis combien d'années et de siècles la France
créent des guerres en Afrique. Et ils dorment tranquilles chez eux. Et quand ça chauffe, tout ce qu'ils savent faire, c'est venir enlever leur ressortissants et partir avec eux. Mais il n'y a qu'en Afrique où on voit ça. C'est une honte. Le débat actuel en Afrique, le débat intellectuel qu'on fait là, c'est que tous les Africains armés attaquent la France. Bon, voilà le vrai débat aujourd'hui. Le fait d'être encore dans les débats intellectuels montre qu'il y a un retard historique, il y a un retard de conscience historique chez beaucoup d'Africains. Qui est en train d'être repris. Non, mais ça, vous dites que les Africains ne sont pas violents. Voilà violents là-dedans. Deuxième chose. Oui. Il n'y a pas de coup d'État, je comprends la subtilité du docteur Boubé. Moi, je comprends cette subtilité. Mais il n'y a pas de coup d'État au Niger. Il y a quel coup d'État? Le coup d'État contre le Niger et tous les pays du Sahel, c'est l'opération Barkhane. Mais qu'est-ce que l'opération Barkhane fait là-bas? Ça, c'est un coup d'État. Et à partir du moment où il y a Barkhane dans cette région, avec tous les prérogatives et les moyens que l'on sait, il n'y a plus dès ce moment-là d'ordre constitutionnel là-bas. Il faut que les Africains apprennent à réfléchir. Un danger permanent pour ces États. Non, vous voulez m'interrompre, Pépin. Il faut te dire quelque chose d'important, écoutez-moi bien. J'ai un problème de temps, président. Non, je suis en train de chuter. Allez-y, chutez. C'est important de le dire. Parce qu'on nous intoxique et on intimide les gens avec l'histoire de hors de constitution, des bêtises comme ça. À partir du moment où le territoire africain, le Sahel en particulier, est occupé par la France Barkhane, dont on connaît les conditions de l'avènement Barkhane, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre constitutionnel parce que vous avez demandé à des soldats de respecter le pouvoir civil qui, lui, dépend de la France. Je répète, vous avez demandé à des militaires dignes de son nom de respecter des pouvoirs soi-disant civils, fantoches, qui, eux, reçoivent les ordres d'un commandant en chef français. Pour citer Macron. Mais attendez, il ne faut pas arrêter ça. L'Afrique, c'est la terre par l'excellence de la réflexion, de l'intellectualité. Tout à l'heure, vous avez dit que les mathématiques sont nées en Afrique. Tout à fait. Quel est ce continent qui a enfanté les mathématiques? Et eux, au XXIe siècle, on ne réfléchit pas. On nous entourloupe dans les débats qui n'ont pas de sens. Alors que les faits sont là. Il n'y a pas de coup d'État au Niger. Celui qui a fait le coup d'État au Niger, c'est l'opération Barkhane, qui s'est installé, organise, entretient, finance, nourrit le terrorisme. Maintenant, il n'y a plus de débat là-dessus. Pépé, je suis d'accord avec le docteur Boubeka, il dit que la solution, c'est la transition. Mais 3 ans, c'est petit. Pourquoi les Français se mettent de l'autre transition tout le temps? 2 ans, 1 an. Qu'est-ce qu'on peut régler en 1 an dans un pays qui traîne le colonialisme sur une si longue durée? 3 ans, c'est même petit. Il faut les transitions d'au moins 5 ans. Tout à fait. Au moins 5 ans. On vous dit 2 ans, on vous dit 24 mois. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les vrais sujets soient mis sur la table sans les faux débats d'électoraux qui perdent du temps aux gens et qui embrouillent les citoyens et les éloignent d'une véritable réflexion sur les problèmes de l'Afrique. Docteur Bassile Kenda, d'une minute, je vous appelle. Finalement, vous ne voulez plus qu'on sorte de ce sujet. Merci de me redonner la parole avant de sortir de ce sujet. Je voulais simplement rappeler que tel que le pouvoir politique est organisé en France, quel que soit le Français qui remplacera Macron, ce sera la domination et l'exploitation de l'Afrique qui seront la priorité absolue. Donc nous devons savoir, nous autres Africains, que ce n'est pas de la blague, c'est une véritable guerre, mais une guerre totale avec la France. Et que si nous baissons les bras, nous sommes partis pour 200-300 ans encore dans l'exploitation inique, je ne sais pas, satanique de la France. Très bien. Parce que je vous assure, tel que la France se conduit en Afrique, jamais dans l'histoire de l'humanité, je dis bien jamais, on a vu ça. On ne peut pas dire à des pays, vous êtes indépendants, en confisquant l'essentiel des pouvoirs politiques de ces pays-là. La France, c'est le diable sur terre et il faut la combattre avec toutes les forces possibles. Merci beaucoup, docteur Bassile Kenda. D'ailleurs, vous commencez déjà à combattre sur ce plateau avec toutes vos forces. Ça se voit. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, allez-y, sortons aussi sur la question, je vous appelle. Pour appuyer ce que le docteur Bassile Kenda vient de dire. Le professeur Cheikh Anta Diop, il disait que le combat que nous menons, nous les Africains, est partout, même dans nos relations diplomatiques les plus feutrées, chez Anta Diop. Voilà. Donc ça va dans son sens qu'il dit. Il est partout, à tous les niveaux. Autre chose, tout à l'heure, tu reproches au président Bandakani, oui, la violence, l'Afrique n'est pas violente, donc lui il parle de violence. L'Afrique est violente, parce que c'est les humains. Depuis quand les humains ne sont pas violents? On exerce la violence quand c'est nécessaire. Oui. Attends, l'unification là-haut de la basse Égypte, tu as vu les palettes?
Tu as vu le nombre de morts, par exemple, quand un armée, le dernier jour, la dernière bataille, où il gagne contre le chef qui s'appelle Wash, là. Oui. Lui, là, le dernier chef qu'il a vaincu là-bas au nord, oui. Il y a eu 6 000 morts ce jour-là, c'est marqué sur sa palette. 6 000 morts, ok? Et il a même sacrifié le chef. On le voit là, il met le coup. Enfin, peut-être c'est symbolique, mais en tout cas, sur la palette, on le voit. Avec son gourdin, il a mis une masse là, il va se m'assommer, ok? Donc, et je le dis, parce qu'il faut que les gens sachent qu'une fois qu'il y aura un minimum de quorum atteint des États africains fédérés, les autres, on va leur faire la guerre. Toi, tu peux prendre le bateau pour partir tout de suite. Hein. Je dis qu'on va faire la guerre. Parce que c'est nécessaire, nous ne pouvons plus. Nous devons exploiter l'Afrique dans sa totalité. C'est notre nouveau projet à nous. Cheikh Anta Diop a dit qu'eux ont fait le serment intérieur de relever l'Afrique. Notre serment intérieur à nous aujourd'hui, c'est de donner sa pleine souveraineté et exploiter l'Afrique dans sa totalité le plus rationnellement possible. Merci. Donc ça, c'est le panafricanisme. Tous ceux qui ne voudront pas, ils peuvent prendre le bateau, aller chez leur maître et on les laisse tranquilles. Mais s'ils restent là, c'est la guerre qui les attend. Je chute là en disant que la France, là, dont tu parles, a demandé à l'Algérie, je l'ai entendu à la télévision algérienne, de libérer son espace aérien pour faire traverser des avions, aller bombarder le Niger. L'Algérie a dit non. Donc qui est agresseur? De chuter. Très bien, merci beaucoup, professeur Jean-Paul Belek. Je fais une erreur de ma vie, Pépin. Je dois dû commencer par l'école de guerre, comme a dit Tchundjam Pemi. Je regrette beaucoup de ne pas avoir appris la guerre. Président Badakani, vous avez encore moyen d'apprendre cette guerre. Non, je n'ai pas ça. Mais oui, vous n'avez pas tort. Je veux reprendre au moins les arts martiaux. Je veux commencer à faire les arts martiaux. Très bien, je vois avec quelle fureur vous parlez quand vous parlez. Oui, mais peut-être c'est trop. Il ne faut pas continuer comme ça. Je comprends que vous êtes tellement en colère. Mais je vous suggère maintenant de reprendre vos esprits parce que le sujet que nous allons aborder tout à l'heure n'a peut-être pas un rapport direct avec la France, mais c'est un sujet quand même qui nous intéresse. On parle des BRICS. Comprendre donc BRICS et j'essaie de comprendre dans l'opposition des styles. C'est le second sujet qui nous intéresse. Docteur Boubé, alors vous convenez déjà avec nous qu'il y a opposition des styles entre BRICS et G7? J'ai pas entendu. Opposition des styles entre BRICS et G7. Oui, bon, enfin, je dirais... Bon, pendant que vous réfléchissez encore, on va revenir à vous. Prenez le temps de réfléchir. En fait, nous revenons sur le président Badakani. Est-ce qu'il y a opposition de style entre BRICS et G7? Le docteur est en train de réfléchir toujours. Même quand il parle de réfléchir, il va le laisser parler, mais c'est vous le patron sur le plateau. Je vous donnerai la parole, le temps pour lui de réfléchir davantage. D'accord. Il prend le pouls et puis nous rentrons chez lui. Allez-y. Non, ce n'est pas seulement une opposition de style, c'est une opposition d'intérêt, c'est une opposition de conception, d'orientation. Historiquement, le G7, c'est en 1975 qu'on crée ce truc-là, et il réunit les 7 pays les plus industrialisés du monde. Donc ça veut dire quoi? Si vous ne voulez pas utiliser leur mot, si vous voulez décrypter un peu, que veut dire 7 pays les plus industrialisés? Ça veut dire les 7 pays les plus prédateurs du monde. Ça veut dire les 7 pays les plus esclavagistes du monde, qui drainent les richesses de tout le pays de la Terre, les concentrent chez eux. Et ils ont pour caractéristique qu'ils sont tous des anciens colons, des anciens esclavagistes. Vous enlevez les États-Unis, ils aiment dire qu'ils n'ont pas colonisé, mais ils ont liquidé tous les Indiens, ils ont génocidé les Indiens. 40 millions d'Indiens. C'est plus, docteur Basilekin, c'est plus. Ils ont génocidé tous les Indiens, ils ont pratiqué l'esclavage pour s'enrichir, et après, ils ont inventé une nouvelle colonisation qui dépasse l'ancienne colonisation, la colonisation indirecte financière, adossée sur la violence militaire la plus élevée que l'histoire de l'humanité ait connue. Donc, le G7, c'est ça, le G7. Et leur réunion consistait simplement à s'assurer qu'ils ne perdent pas leur position. Même si entre eux, il y avait des hiérarchies compagnies, je crois que c'est l'Italie, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est le Canada, c'est l'Allemagne, je crois. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. C'est le Canada. J'ai cité. Le Japon. Bon, le Japon, c'est l'autre. Sauf pour les naïfs. Le Japon, c'est une création de l'Occident. Sauf pour les naïfs qui pensent qu'il y a eu une évolution au Japon. Nous, on connaît l'histoire. Le Japon, c'est une création. Pas seulement avec Mercator. Ça a commencé avant Mercator. Même la révolution sur les ans de Meiji. Que les gens aillent lire l'histoire, vous allez voir quelle force était derrière. Moi, je vous donne les forces qui étaient derrière. Les forces financières étaient derrière. Les Rothschild étaient derrière la révolution Meiji. Les gens ne le savent pas. Donc, quand on dit Japon, on fait comme si Japon, c'est une création géopolitique de l'Occident pour les besoins de la cause. Donc, ils sont là. Et d'ailleurs, quand on nous dit que le Japon a fait une révolution parce qu'elle a maintenu les oripeaux culturels. Il y a un roi, ça fait rire. Regardez le Premier ministre, l'Indien qui est Premier ministre aujourd'hui en Grande-Bretagne. Ouvrez vos yeux, regardez très bien. On a même permis de faire les coutumes indiennes à Downing Street. C'est-à-dire qu'il a Downing Street, il fait des pratiques coutumières indiennes
Vous croyez que depuis quand les Blancs peuvent accepter ça? Vous êtes naïf ou quoi? Ben, tout le monde sait bien que c'est un petit employé de bureau de la City. Tout le monde le sait. Et ce sont les mêmes familles qui ont colonisé l'Inde. Et qui jouent à ce genre de jeu pour distraire les gens. Donc le G7, c'est la réunion des prédateurs. C'est la réunion des impérialistes qui veulent conserver leur ordre. On a élargi au G20, parce que le G20, parce qu'il faut rappeler ces différents clubs-là. À un moment donné, l'évolution de l'économie mondiale faisant, eux-mêmes ont estimé que bon, l'économie s'étant internationalisée, c'est-à-dire l'avènement des multinationales, doublé de la financiarisation de l'économie, obligeait, rendait un peu caduque le G7. On a donc dit G20. Mais ça n'a pas changé la structure de l'économie mondiale. Non. Ce n'est pas différent du G7 de manière fondamentale, parce que le stock de pays qui contrôlent cette affaire et le stock des forces sociales qui contrôlent cette affaire réellement, ce sont les mêmes pratiquement. Ce sont les mêmes. Ils ont inventé les dragons. Parce que les dragons, c'est une construction des puissances financières. Ce n'est pas l'effort du pays. Mahamat Mahathir de la Malaisie, que les gens inventaient Mahamat Mahathir comme étant un modèle. Allez voir des vidéos existent qui démontrent comment Mahamat Mahathir, c'est quelqu'un qu'on a fabriqué dans des réunions qui sont connues, où son agenda est défini dans ces réunions-là, et que ces puissances financières étaient dans leur dynamique de diversification de faux pôles, mais qui en réalité sont toujours sur leur contrôle. Donc, quand vous avez compris ça, donc, vous comprenez l'importance des BRICS. Ce n'est pas une affaire de style. Oui, il y a le style, parce que tout ça fait partie de la vie, mais de manière fondamentale, c'est la Russie, c'est la Chine, dans une certaine mesure, l'Inde, qui sont le socle, n'est-ce pas, de cette affaire, parce que ces pays estiment qu'il est vital pour eux de désoccidentaliser le système international, dans toutes ses dimensions, dans ses dimensions monétaires, dans ses dimensions culturelles. C'est l'enjeu civilisationnel avec les LGBT. Par exemple, un pays comme la Russie dit, nous n'accepterons jamais ces valeurs chez nous. C'est culturel. On le voit aussi avec les Chinois, qui, malgré l'évolution économique, font tout pour conserver leur culture, leur confucianisme, essayer de conserver ça. Il y a une bataille terrible entre les mondialistes chinois et les patriotes chinois. Pour l'instant, c'est un patriote qui est au pouvoir, Xi Jinping, etc. Quand il y avait un mondialiste, Hu Jintao, on a vu ce qui s'est passé en Chine. C'est à ce moment-là qu'on allait implanter le laboratoire Wuhan comme un exemple pour nous fabriquer les pandémies qui veulent décider les populations entières de la planète. Donc ces pays-là sont dans une bataille de suivi. Parce que l'Occident collectif a changé le droit, a renversé, a remplacé le droit international par un mécanisme de règles que lui seul édicte, que lui seul comprend ce que ça signifie. Il ne consulte personne, il fixe des règles et il les pose. On peut se lever un matin et ramasser un voyou vendeur de drogue, Juan Guaido, pour dire qu'il est le président légitime du Venezuela. On confisque les avoirs du Venezuela, on dit que c'est lui qui va gérer ça, les Américains l'ont fait, pour quelques années après, aller se mettre à genoux auprès de Maduro pour dire que non, vendre le pétrole. Et Juan Guaido est toujours vivant. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est toujours président. Il est toujours président. Un pays peut se lever, un groupe de pays se lève et sanctionne un État. Que fait-on du principe de souveraineté d'un État, qui est la pierre angulaire des Nations Unies? Au nom de quoi les Occidentaux peuvent sanctionner d'autres États? Parce qu'il y a un monopole, de facto qu'on appelle le dollar, qui de facto, il n'y a aucune base juridique à ça, qui de facto est la monnaie internationale, imposée par la violence, la ruse et la cruauté. À partir de cette monnaie, les Américains confisquent les avoirs de tout État, de tout individu qu'ils estiment être récalcitrant à leur ordre international. Pépin, est-ce qu'on peut continuer à mettre ça? C'est ça le BRICS. C'est ça le BRICS. Et c'est une opportunité. J'entends les gens dire, oh oui, ils n'ont rien de commun. Ces pays ont des intérêts divergents, ça me fait rire. Vous croyez que les États-Unis ont les mêmes intérêts que l'Italie? Mêmes intérêts que l'Allemagne? Même intérêts que la France? On vient de le voir avec la guerre en Ukraine. Comment les intérêts américains n'ont rien à voir avec les intérêts des autres pays européens? L'Amérique préfère mettre les pays européens en récession économique pour ses intérêts, mais pourtant ils sont dans l'OTAN. Et personne ne quitte l'OTAN. Pourquoi quand c'est les BRICS, on veut à tout prix que tous les pays se ressemblent, aient les mêmes tailles, les mêmes couleurs, le même discours, les mêmes yeux? Pourquoi? C'est une organisation dont la base est simplement de dire non à l'hyper-hégémonie occidentale. C'est tout. Quand tu es d'accord avec ça, allez. D'ailleurs, la l'a encore répété hier.
Il a dit que les critères, c'est quoi? C'est la position du pays sur le plan international. Très bien. On voit ta position. Voilà pourquoi on a rejeté un État criminel comme la France qui est venu dire je vais entrer pour mieux contrôler les pays africains. Merci beaucoup, Président Batakali. Docteur Simon Basideke, en quoi les BRICS peuvent être une alternative pour c'est une alternative parce qu'il s'agit de l'ordre que les États-Unis d'Amérique ont installé depuis 1945. Tout le monde sait le b.a.-ba de l'économie, c'est que pour se développer, on est obligé de créer de la monnaie, la planche à billets. C'est ça qui a permis à tous les pays là, le G7, le G20, de se développer. Eh bien, depuis 1945, chaque fois que le Cameroun veut faire un pont quelque part, il faut qu'il aille emprunter. Et le pays qui lui prête crée cette monnaie, son économie nationale en profite. Et quand le pont est créé chez nous, après, pendant 25 ans, il faut encore enrichir ce pays-là. Avec ça, dans 800 ans, nous sommes encore sous-développés. Donc, les BRICS viennent avec une autre possibilité. Mais attention, j'attire l'attention des dirigeants africains. Il s'agit cette fois-ci de négocier. Parce qu'en matière de diplomatie internationale, les intérêts nationaux comptent toujours. Il n'y a pas question, comme Senghor disait, bon, je ne veux pas revenir sur les morts, mais il n'est pas question d'aller dans ces choses-là avec son cœur, mais avec sa raison. Même la Russie, quand vous négociez un partenariat, si vous n'êtes pas vigilant, eh bien, elle va vous entuber. Parce que chaque dirigeant veut les intérêts de sa patrie. Exactement comme chacun de nous, autour de cette table, veut privilégier sa famille. Et même si j'aide le voisin, je pense d'abord à mon fils qui est dans ma maison. Donc c'est ce que les Africains, je dis ça parce que les accords que les Africains francophones ont signés en 1959, je vous assure, si vous les lisez, vous vous dites, un homme normal ne pouvait pas signer ça. Parce qu'à moins que, peut-être qu'ils signaient le papier blanc et ensuite les Français écrivaient le reste. Je vous assure que la France est un pays de cupidité, de satanisme absolu. Et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voudrais me répéter pour que nos téléspectateurs retiennent la chose. Si Macron s'en va, quel que soit lambda français qui viendra à l'Élysée, la politique de la France ne changera pas. Parce que la France, sans l'Afrique, n'existe pas. Ne vaut rien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ancien président français. Si nous renonçons au franc CFA, nous dégringolons de 20 rangs. La France est aujourd'hui 5e économie. 4e, voilà. 5e, donc elle redeviendra, 25e. Si elle peut, elle redeviendra 25e ou 30e. Mais ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est de préserver nos intérêts. Et les dirigeants africains qui aujourd'hui vont toquer à la porte des BRICS doivent savoir qu'ils sont porteurs de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, et qu'il ne s'agit pas de dire oui monsieur, comme on a dit à De Gaulle, à Giscard ou à d'autres individus sataniques. Hein. C'est vraiment ces gens-là. On se demande s'ils pensent que nous sommes des hommes comme eux. Très bien. Parce que tels qu'ils agissent, c'est... Bon, je préfère ne pas dire un gros mot, mais l'Afrique a intérêt à défendre ses intérêts d'aujourd'hui et de demain. Quel que soit le bloc qui nous et nos intérêts sont contraires aux intérêts de la France. Très bien. Merci beaucoup, docteur Simon Basideke. Docteur Boubé, je reviens à vous maintenant. Vous avez pris le pouls de ce qui s'est passé sur ce plateau. En tout cas, ils ont l'intention de dire que le G7 n'est que constitué de criminels. Le président Badakani, d'ailleurs, n'offusque pas du tout quand il parle des voyous et des criminels. Il en assure d'ailleurs très souvent. Alors, docteur Boubé, de façon concrète, en quoi les BRICS peuvent être souples par rapport au G7 parce que la politique internationale, on nous a dit que là-bas, il n'y a que des intérêts. La politique internationale, c'est le fondamental, c'est l'intérêt entre les États.
Voilà. Mais la différence, je reviens un peu sur la nuance entre les G7 et les BRICS. En fait, c'est la différence entre un monde impérialiste qui vit des autres et un monde qui veut tout simplement libérer les États-civilisations et en même temps, en fait, favoriser une sorte de coexistence équitable entre cette particularité. Maintenant, au niveau international, il ne faut pas aussi que les pays africains se leurrent. Il ne faut pas qu'ils se trompent en se disant que parce que c'est les BRICS, ils sont gentils, ils sont sympas, nous allons aller de manière naïve et essayer de, en fait, finalement se retrouver dans une situation délicate. Le plus important pour nous, c'est qu'il y a aujourd'hui une possibilité. Les paroles de plus en plus se libèrent sur le continent africain, les politiques arrivent de plus en plus à se démarquer des anciennes métropoles, pour la simple raison que les BRICS offrent une nouvelle alternative. Je me rappelle du président ougandais qui dit « Si les États-Unis ne nous financent pas, nous pouvons travailler avec les pays arabes, nous pouvons travailler avec les pays de l'Asie, nous pouvons travailler avec les pays de l'Europe de l'Est, en l'occurrence la Russie. » Donc, vous voyez un peu ce qu'aujourd'hui, les BRICS nous donnent cette possibilité. C'est à nous de saisir et de nous, imposer, donc frayer notre propre chemin et faire en sorte que nous devenons incontournables. Nous le sommes déjà. Nous le sommes parce que nous avons ce dont les autres ont besoin. Maintenant, c'est à nous de défendre nos valeurs, de défendre notre être et maintenant de défendre particulièrement nos intérêts vitaux. Parce que chaque État qui vient vers les États africains vise ses intérêts. On a vu les États-Unis, ils sont en Afrique, ils ne nous aident pas parce qu'ils nous aiment, ils nous aident parce qu'ils visent plus que ce qu'ils nous donnent. La France nous aide parce qu'elle vise plus que ce qu'elle nous donne. Elle a, parce qu'elle vit, elle dépend de nous. L'Angleterre, donc pratiquement tous ces pays. Et il ne faut pas qu'on pense que la Chine qui vient en Afrique aussi, vient parce que tout simplement elle voulait nous libérer. Elle vise son intérêt. Et je rejoins un peu les propos qui ont été tenus lorsqu'on parle effectivement souvent de ce piège d'intellectualisme. Ce piège d'intellectualisme où on pense que se libérer de l'ancien maître, pour toujours parler dans ce double rubrique, se libérer de l'ancien maître, c'est courir dans les bras de l'autre maître. C'est une astuce, c'est vrai, c'est une astuce qui est développée pour dissuader ceux qui veulent aller vers les BRICS, mais aussi c'est une sorte de signe pour nous de prendre conscience que celui avec qui nous allons travailler, nous allons vers lui parce que nous avons des intérêts, parce que lui aussi il a des intérêts, donc que chacun puisse défendre son intérêt. Merci beaucoup, docteur Salif Ouboubé. Docteur Ndouma, les BRICS comme étant une alternative, mais sauf que l'accès aussi aux BRICS, ma foi, on a parlé d'une quarantaine de pays qui ont frappé à cette porte, mais il n'y a que 6. Ça veut dire que là, il y a quand même des critères sérieux. 6 pays maintenant qui entrent dans ce cercle-là, en quoi ces pays se sont démarqués? Alors, les BRICS qui portent une idéologie qui représente un courant de pensée totalement antagoniste au courant de pensée des G7 ne sont pas une petite institution. Ça veut dire que même avec l'ouverture qui a été déclarée et qui est manifeste, il doit avoir des objectifs précis. Et au sortir de l'adhésion ou l'acceptation de ces 6 pays, évidemment, les propos qui ont été prononcés par différents intervenants montraient qu'il y avait des objectifs au départ. Nous savons qu'en termes de poids économique, aujourd'hui, on a 31,5%, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que le PIB des BRICS, n'est-ce pas, par rapport au PIB mondial, n'est-ce pas, 31,5%, le G7, c'est 30,7%, et des prévisions ont été faites pour dire que dans 5 ans, c'est même pas très loin, dans 5 ans, même si les BRICS ne s'ouvraient pas, le PIB des BRICS
passerait à 35%, même sans ouverture. Tout à fait. Mais celui des pays de G7 reculerait et reviendrait autour de 27%. C'est d'ailleurs pour ça que certains analystes disent des BRICS, les pays en croissance, et des pays du G7, des pays en déclin. Ça a tout son sens. Donc, maintenant qu'on a 6 pays qui ont été acceptés, c'est-à-dire qui sont passés par un filtre, il est évident qu'il fallait atteindre un certain nombre d'objectifs qui seront concrets à partir du 1er janvier 2024, certes, mais déjà, si vous êtes accepté, ça veut dire que vous êtes déjà membre véritable. Donc, ce sera une cérémonie officielle en réalité. Tout à fait. Mais ces pays-là sont déjà membres des BRICS. Alors, je parcours rapidement les différents pays pour mieux répondre à la question que vous me posez. Je commence par l'Afrique. Nous avons l'Égypte. L'Égypte qui est en Afrique du Nord. La deuxième économie africaine. On connaît merci. On connaît l'histoire de l'Égypte. Présentement, la deuxième puissance économique africaine. L'Égypte, c'est près de 110 millions d'âmes, de personnes. D'accord? On peut aller plus loin. Sur le plan militaire, c'est la première puissance militaire en Afrique, l'Égypte. OK? On prend l'Éthiopie. L'Éthiopie, on connaît l'histoire de l'Éthiopie en Afrique. La colonisation. En Afrique, l'histoire de l'Éthiopie en Afrique. C'est quand même 120 millions d'individus. OK? L'Éthiopie, même si nous pensons que l'Union africaine, c'est encore l'Union africaine de quelques dirigeants, mais c'est quand même aussi le siège de l'Union africaine. Et quelque part, on pourrait dire que l'Éthiopie est la capitale de l'Union africaine pour le moment, même si cette union est encore institutionnelle. Les téléspectateurs savent ce que nous en pensons. L'Éthiopie, c'est quand même la 6e puissance économique africaine. Tout à fait. D'accord? Donc, ce n'est pas petit. Même sur le plan militaire, fait partie des 10 puissances militaires africaines. Donc, lorsqu'on l'a dit, il faut regarder là où les deux pays sont situés. On prend l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le pétrole, c'est le gaz. On n'a même pas besoin de faire beaucoup de commentaires là-dessus. D'accord? À côté, vous avez les Émirats arabes unis. C'est pratiquement les mêmes critères. Mais il faut noter la proximité de ces pays-là, qui vont faire un pont entre l'Afrique et l'Asie. D'accord? Et relié, quand vous remontez un peu à gauche, vous avez l'Iran. L'Iran, c'est la 2e réserve en pétrole conventionnel au monde. D'accord? Après l'Arabie Saoudite. OK? C'est la 2e réserve en gaz, après la Russie. C'est une puissance nucléaire. OK? Vous avez 88 millions d'âmes en Iran. Donc, quand vous voyez ça, si on redescend, on trouve l'Argentine, qui est évidemment un pays voisin du Brésil, puisque c'est l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est le 2e grand pays en Amérique du Sud. Sur le poids économique, c'est la 2e économie après le Brésil. Il fallait que le Brésil ne soit plus isolé et que les BRICS essaient d'étendre l'influence déjà au niveau de ce continent-là aussi. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu cette réunion vers le haut entre l'Afrique, n'est-ce pas, et, n'est-ce pas, les mastodontes comme la Chine, la Russie, qui est pratiquement à cheval entre l'Europe et l'Asie, mais qui se sent plus à l'aise en Asie. Parce que même la Turquie, les Européens ont envie de proposer à la Turquie de rentrer dans l'Union européenne. Mais la Turquie, vous pensez que la Turquie se sent vraiment bien dans l'Union européenne? Donc, voilà la lecture que je fais. Il fallait regarder ces critères. Parce que le bloc devait être plus fort. Et donc, ce n'est pas un cadeau. On n'a pas choisi parce qu'on aime tel plus que tel. Il fallait des critères qui permettent que, sur le plan même des actes qui sont souvent posés, qu'on sache que ceux-ci sont véritablement, ils ont décidé d'être dans notre pôle. Parce qu'on parle d'un homme multipolaire. Là, ils ont décidé d'être dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au sorti de là, ils ont dit, avec nos 6 nouveaux membres, aujourd'hui, nous représentons 46% de la population mondiale. 46%. Le G7, c'est 10% à peine. Et ça fait 35%, 36% même du PIB mondial désormais. Donc, à mon avis,
il y aura d'autres pays. Mais il faut que les pays d'abord, il y a des pays qui se sont plaints. Hein. Par exemple, le Sénégal. Mais on sait bien que le Sénégal, on peut comprendre pourquoi. C'est des pays déjà alignés. Voilà, tout à fait. Donc, les pays qui ne sont pas encore membres doivent savoir que ça ne suffit pas de postuler. Que ça ne suffit pas de postuler. Et qu'il est important de devenir membre. Il faut mériter de devenir membre. Il faut apporter quelque chose. Et je sors par une observation. Tout à fait. Les pays qu'on a cités, vous voyez qu'il n'y a pas eu une préoccupation liée à l'idéologie. De dire que, bon, sur 6 pays, pourquoi il y a 4 qui sont pratiquement arabophones ou machin. Vous voyez que ça ne joue pas du tout parce que les BRICS respectent les traditions, les valeurs, les cultures de différents pays. Très bien. Merci beaucoup, Dr Douma. Professeur Jean-Paul Bellec, parmi les résolutions dans ce communiqué final des BRICS, pour un monde multipolaire, les BRICS ont plaidé pour la réforme de l'ONU. On devrait peut-être s'y attendre à cette réforme de l'ONU, mais est-ce que ça sera de l'avis du G7 qui garde encore la même bise sur les Nations Unies? Vous m'avez évité les questions économiques. Pourquoi? Parce que je ne ressens pas un économiste. Je signale que je fais les maths. Donc je vais peut-être revenir un peu parce que j'ai aussi un mot à dire là, avant de répondre à une question simple, parce que la réponse est immédiate. Pour l'ONU, je pense que tout le monde peut répondre à ça. Mais je vais dire que, qui est lié au sujet d'avant, sujet d'entrée. Vous voyez comment le Niger a perdu bêtement sa place. Parce que s'il y a un État africain qui devait être membre des BRICS en priorité, c'est le Nigeria. Première économie. Mais avec la politique de Tinubu, là, qui veut bombarder le Niger et qui est manifestement sous les ordres de Macron. Toi, tu es sous les ordres de Macron. Macron l'a refusé maintenant au BRICS. Voilà. Il voulait s'inviter. Voilà. Comment tu veux que, sans se déshonorer, on t'intègre? Donc déjà, il a nuit à son pays. Enfin, en termes d'État. Vous voyez Macron partout, facilement. Non, tu ne comprends pas le raisonnement. Je recommence alors. Non, je comprends. Allez-y. Ça dit que Tinubu, là, il est bête. Ouais. Tu voulais que je dise ça? Comment pouvez-vous tu voulais que je dise ça? Non, tu m'as forcé. Tu m'as forcé. Ça vous engage, hein? Non, oui, je m'engage, mais c'est toi qui m'as forcé. Non, moi, ça ne m'engage pas. Ça vous engage. Ça m'engage, mais tu m'as forcé. Ça vous engage. Bien sûr, ça m'engage. Ça m'engage, mais tu m'as forcé. Tu m'as forcé pourquoi? Parce que tu m'obliges, je viens de dire une chose et tu reviens en arrière. Donc tu veux que je dise pourquoi? Il y a une chose, si je ne comprends pas, je vais quand même. La personne est bête, manifestement, elle n'a pas. Attends, ok, elle n'est pas intelligente, c'est mieux. Okay, la personne n'est pas intelligente. C'est-à-dire qu'une délégo, elle n'a pas su faire la bonne lecture de la situation. Elle aurait fait la lecture, elle savait qu'il y avait un sommet des BRICS. D'abord précédé par le sommet Russie-Afrique. Dans ce cadre-là, elle aurait dû s'abstenir de toute initiative qui va bloquer un État fort comme Nigeria au niveau du BRICS. Or, le fait même de se mettre sous les ordres de Macron, c'est à quelqu'un qui voulait s'inviter au BRICS qu'on a rejeté. Et toi, tu te soumets à celui-là. Le président Madakena a décrit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on ne peut pas t'intégrer parce que ce serait récuser le fait qu'on n'ait pas accepté Macron quand il a demandé qu'on l'invite. Et ça, je suis désolé, c'est pas intelligent, on va dire. Mais le mot positif, pas intelligent. C'est le critère politique qui a fait que le Niger. Dans le vocabulaire commun, c'est bête. Bon, ça, c'est peut-être pour lui. Oui. Voilà. Quand même, Niger, c'est la première économie d'Afrique. Okay. Et c'est la première population. Le critère population joue, non? Oui. Pour augmenter le pourcentage au niveau mondial. Oui. Le Niger, c'est quand même plus de 220 millions d'habitants. C'est le premier État plus peuplé d'Afrique. Donc, deuxième. Donc, le monsieur là. Prenez vos responsabilités, les militaires nigérians. Il vient de nuire à l'intérêt national. Faites-lui un coup d'État. Je viens de déclarer. Faites-lui un coup d'État. Je prends ça sur moi. Faites-lui un coup d'État. Je dis faites-lui un coup d'État parce qu'il a nuit à l'intérêt supérieur de la nation en se féodant sous Macron. Alors que Macron ne représente pas grand-chose. Alors, mais vous en appelez à la deuxième chose, ce plateau pour Jean-Paul Bellec. Je dis qu'on le renverse. Je comprends le degré. Puisqu'il nuit à l'Afrique à travers le Nigeria. Je comprends le degré de colère, mais appeler des coups d'État sur ce plateau, vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça, je vous en prie. Bon, ok. En tout cas, ils ont compris qu'ils prennent leurs responsabilités. D'accord, qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà, ça suffira. Après, ils savent quoi faire. Tout à fait. Alors, donc maintenant, l'autre État, l'Éthiopie. Non. On prend l'Éthiopie, il y a autre chose qui joue. C'est vrai qu'il y a l'équité économique. Les populations, l'Éthiopie et l'Égypte, après l'Égypte, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec la RDC. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'influence. La Chine a une grande influence en Éthiopie, a une grande implantation en Éthiopie. On peut comprendre que la Chine ait pesé de son poids pour qu'elle ait quand même en Afrique un partenaire qui figure avec elle dans les BRICS. D'accord. Autre chose. Voilà encore quelque chose qui... Bon là, je jette un pavé dans la mare, un peu polémique, excusez-moi. L'Afrique du Sud.
non seulement Tinubu a commis sa bévue, là, mais l'Afrique du Sud, est-ce qu'elle aurait accepté facilement l'intégration du Nigeria? C'est-à-dire que la rivalité africaine entre Afrique du Sud et Nigeria sur le plan économique, est-ce que ça peut jouer aussi? En plus de ce que Tinubu fait. Pardon? Le Sud a dit qu'elle soutient notamment la CEDEAO. Elle soutient la CEDEAO? Oui, mais le contrat t'aurait surpris. Bon, ok. Donc, tout ça c'est que on entre là maintenant dans des pertes de points au profit de l'Afrique. Bon, il y a quand même 3 États qui sont maintenant représentants de l'Afrique. Donc, on est quand même content de ça. Alors, donc, je parlais pour l'Éthiopie. Voilà. Mais allez-y. Je chute? Allez-y, déjà, ok. Allez-y vers la chute. Bon, ok. Alors, maintenant, de l'autre côté, on a l'Iran. Oui, l'Iran, oui. Qui est intéressant. Oui. On a l'Arabie Saoudite, c'est intéressant. L'Argentine. On a non pas l'Argentine, les Émirats Arabes Unis, c'est intéressant. Et puis on va rajouter l'Égypte. Non, la donnée musulmane, il ne faut pas la négliger. C'est vrai que ça montre que ça ne joue pas, mais ils vont peser quand même. C'est quand même maintenant 4 États musulmans qui vont peser. Parce que même l'Égypte est africaine, influent, mais elle ne sera pas insensible à la cause musulmane. Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'objectif, donc bon, c'est comme ça. Avec les bévues africaines, voilà qu'on arrive. Alors, j'aimerais, puisqu'il faut opposer G7 je n'oublie pas l'ONU, G7 au bloc des BRICS, voilà. La Chine, à elle seule, dans les BRICS, tel que c'était là maintenant, je vais expliquer pourquoi l'inclusion des États n'est pas finie, du côté BRICS. Ça, c'est juste un pouvoir. Première tentative pour voir que ça donne. En fait, on va inclure davantage. Pourquoi? Parce que regardez, sur les 5 États, là, qui sont les premiers États des BRICS, voilà, la Chine caracole en tête avec un PIB qui est 10 fois supérieur à l'État qui suit, à savoir la Russie. Puisque la Chine, c'est pratiquement 18 000 milliards de dollars de PIB. La Russie, c'est 10 fois moins. Ensuite viennent encore plus bas, un peu à côté, mais plus bas, on a l'Inde, il y a l'Inde, il y a le Brésil, et puis l'Afrique du Sud. Je signale que entre la Russie et dans le premier et le deuxième, c'est un facteur 10 au niveau PIB. Et entre le premier et le dernier, l'Afrique du Sud, c'est un facteur 42,3. J'ai calculé exactement. 42,3. C'est-à-dire que le PIB de la Chine, bon, on va arrondir, c'est 42 fois celui de l'Afrique du Sud. C'est énorme. Donc il y a encore de la place. Même en intégrant ces États-là, la Chine... Parce que quand on prend du côté G7, il n'y a que cet État là-bas. Le PIB de la Chine seul, c'est plus de 2,5 fois. Bon, on va arrondir, c'est un peu plus, mais 2,5 fois le PIB des 4 autres. Ouais. Alors, mais quand tu regardes au niveau du G7, les États-Unis, c'est 1,2. Bon, on va dire donc c'est à parité avec les 7 autres. Donc il y a de la marge encore pour rajouter au niveau des BRICS et contrebalancer un peu la Chine. Parce que même si c'est un pôle fort, le problème, ça, c'est l'équilibre. Donc l'équilibre au niveau G7 est meilleur pour l'instant que celui au niveau BRICS. Donc les BRICS ont encore... Mais le fait qu'ils aient de l'espace veut dire que les autres sont que 7, c'est réductionniste. Alors que ceux qui vont augmenter là, pour équilibrer, c'est holistique. Ça dit que c'est pas exclusif, c'est holistique. Eux, ils étaient G8, ils ont exclu la Russie. C'est des réductionnistes en même temps. L'autre côté, c'est holistique. En plus, c'est multipolaire, là où l'autre côté, c'est unipolaire. Donc, les oppositions que tu veux voir là, je peux continuer, hein, sont multiples. Mais comme je vois que tu es pressé, je vais donc chuter sur l'ONU. C'est la question, c'est l'ONU. On est à 6 minutes. Je chute sur l'ONU, la question c'est l'ONU. Bon, l'ONU, c'est clair que la demande est justifiée parce qu'en fait, l'ONU, on a compris, le siège est au niveau des États-Unis. Normalement, nous, on a un siège de l'Union africaine en Éthiopie. Tout Africain se sent chez lui, au moins à Addis Abeba, pour ne pas dire dans toute l'Éthiopie. Moi, je suis passé par Addis Abeba, j'ai vu, c'est pas la première fois. Par contre, ce n'est pas le cas. Tout être humain ne se sent pas chez lui aux États-Unis. Il y a même des chefs d'État qui ont les États-Unis ont refusé le visa. Oui. Voilà. Donc, ce machin-là, il faut l'enlever pour créer quelque chose de plus multipolaire et de plus significatif au niveau Merci beaucoup. Alors, docteur Boubé, 1 minute, je vous en prie. Maintenant, le timing, nous sommes déjà pratiquement en train de sortir cette émission. En 1 minute, on va dire les BRICS représentent, on va dire, l'espoir de ce monde en équilibre que nous recherchons tant. C'est déjà l'espoir, puisque aujourd'hui, les BRICS ont permis aux États africains, puisque je parle particulièrement en mettant l'accent sur l'intérêt de l'Afrique, donc les BRICS ont permis aux États africains de plus en plus de se manifester, de s'exprimer et de prendre en fait une sorte de liberté vis-à-vis des anciennes métropoles. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle pour les États africains, parce qu'il y a une sorte d'espace qui est en train de se créer. Il y a de la place et il y a toutes les possibilités.
pour les États africains et en même temps, en fait, c'est une nouvelle conception du monde, une nouvelle organisation en fait, du contexte international. Donc, je pense que les BRICS, si je peux résumer, c'est ce qu'il y a de meilleur, en tout cas pour le moment, dans le contexte des relations internationales. Merci beaucoup, Dr Boubé. Dr Douma, à 1 minute également, les BRICS comme une opportunité pour le monde qui devrait s'en saisir. Les BRICS comme une opportunité qui va remplacer l'hégémonie américaine, mais qui va représenter véritablement une unité des peuples. Parce que le président Xi Jinping, une fois, a parlé de grande unité mondiale. Il faut l'alternative au système des Nations Unies, prédateur, impérialiste, et c'est ça l'alternative qui est en train de se mettre en place, mais qui va faire disparaître le système des Nations Unies. C'est vers là qu'on doit tendre. Il faut que ceux qui doivent parler au nom de l'humanité le disent démocratiquement, consensuellement, et pas que ce soit une dictature comme on l'a vécu jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Docteur Basileken, c'est la question monétaire qu'il faudrait encore résoudre avec les BRICS, une monnaie unique. Oui, est-ce qu'on a même besoin d'une pour monnaie... déclarer la fin du dollar. Est-ce qu'on a même besoin d'une monnaie unique avec la monnaie virtuelle telle qu'elle est en train de se mettre en place? Moi, je crois qu'il suffit de prendre le temps de la réflexion et on met en place un système qui va donner satisfaction à tout le monde. Président Badakani, à 1 minute, on sort très rapidement. On va dire maintenant, l'occasion est arrivée pour que le monde se ressaisisse et qu'on aspire tout au moins au bonheur en écartant le dictat de l'Occident et des États-Unis. En tant que panafricanisme, ma vision est simple. C'est une opportunité extraordinaire que l'Afrique doit saisir pour rompre le cordon ombilical mortel qui la lie à l'Occident et après passer à l'étape supérieure qui est de remettre l'Afrique au cœur de la géopolitique mondiale comme la première force de proposition qui permettra de construire un monde fraternel, de réaliser cette civilisation de l'universel que Cheikh Anta Diop n'a cessé d'appeler de tous ses voeux. Donc que tous ces savants-là et autres qui nous disent que l'on quitte un ancien maître pour un nouveau maître se taisent. Parce que vous allez observer une chose, ceux qui le disent ne proposent rien. C'est-à-dire que quand les Africains sont écrasés par les vieux maîtres, ils se taisent. Ils vont manger à la table du vieux maître. Ils vont s'enrichir à la table du vieux maître. Quand les Africains se lèvent, ils disent que non, il faut pas aller vers un nouveau maître. Ces gens-là, il ne faut pas les suivre. C'est une bande de petits mercenaires à la sorte de la France. Il faut aller donc dans tous les Africains savent que les BRICS, en termes de convergence stratégique, ce n'est qu'une étape pour remettre l'Afrique à sa vraie place. Merci beaucoup. Professeur Jean-Paul Bellec, vous allez m'en vouloir si je ne vous donne pas 1 minute aussi pour conclure. Une seconde alors. Allez-y, concluez rapidement. Donc, c'est pour dire que le cas de l'Égypte est contestable. Même si les critères de population, de PIB sont réunis. Au niveau de l'armée, il y a un problème. Ouais. Parce que l'armée égyptienne est largement équipée par les armées occidentales et en particulier financée par les États-Unis après les accords de Camp David avec Israël. Et ça, c'est une faiblesse. L'armée égyptienne a perdu beaucoup de guerres. Il y a eu un petit succès à un moment donné dans la guerre de 6 jours, mais ça n'a pas duré. Et pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Même si on la mettant en marche maintenant, on peut brouiller ces armées-là, comme ils ont fait pour Saddam Hussein. Parce que l'armement, surtout électronique, vient de l'Occident. Donc, le pays... par contre, je dirais dans le sens de Douma, toujours pour dire que le côté islam, on ne regarde pas parce que ce n'est pas le but de BRICS, c'est multipolaire. Voilà. Mais ça veut dire aussi que la Russie aussi n'impose pas, peut-être contrairement à la Chine, ses alliés, parce que l'allié stratégique de la Russie, et qui est certainement, peut-être même militairement plus significatif, s'il fallait se défendre au niveau du continent africain, que l'Égypte, c'est l'Algérie. Absolument, c'est l'Algérie. Nous avons malheureusement atteint l'heure qui nous est imparti sur ce programme BRICS et G7 comprendre l'opposition des styles. C'était d'ailleurs le sujet à débattre en termes centrales. Nous avons commencé par le Niger. Badakani, homme politique, président du nouveau mouvement populaire panafricaniste dans l'âme, était avec nous ce matin. Dr Jean-René Doumafis, universitaire, expert en finances décentralisées. Dr Simon Basileken Domelec, universitaire, économiste, panafricaniste, lui aussi. Jean-Paul Bellec, professeur Jean-Paul Bellec, universitaire, astrophysicien, panafricaniste et bien sûr, depuis Paris. Dr Boubé Salifou, universitaire, hermeneute, comparatiste et politiste, consultant international, enseignant en sociologie politique
politique et communication politique à l'Université catholique Ouest en France. Merci beaucoup d'avoir été là toutes les 5. La réalisation ce matin a été bel et bien attisée des mains des maîtres par notre ami Brighton Junior et toute l'équipe technique qui était autour de lui. Nous allons nous excuser auprès de nos téléspectateurs. Si vous avez constaté quelques petits couacs à l'écran depuis le chez vous, c'est de la technique. Ça va certainement s'arranger d'ici quelques temps. Pour retrouver ce programme en rediffusion tout au long du week-end. Et certainement, j'essaierai avec vous vendredi prochain avec le même panel, pourquoi pas, pour le meilleur de l'actualité africaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.